Bien raconter cette petite anecdote et je pense que ça va te faire rigoler. Je suis passionnée par les standards de beauté dans l'art et dans l'histoire. Est-ce que tu sais pourquoi les statues grecques, je sais pas si tu avais vu passer ce que j'en parle régulièrement dans mes posts, est-ce que tu sais pourquoi les statues grecques, voilà, elles ont des tout petits pénis? Voilà. Ouais, alors ça, je l'avais étudié en prépa littéraire, en culture antique. Ok. Euh, ce concept-là, ouais. Mais vas-y, je te laisse Mais du coup, raconter. je trouve que c'est hyper significatif parce que on est bien d'accord qu'on est dans une ère où on a tendance à penser qu'il vaut mieux avoir un gros pénis qu'une petite, quoi. On est d'accord? Alors qu'à une certaine époque, on pensait que avoir du coup un gros pénis, c'était quelque chose qui était lié à la bestialité. Et comme c'était l'ère des philosophes et que l'intellectuel était vraiment valorisé, il valait mieux en avoir une petite. Pour pécho, c'était mieux, quoi. Bienvenue sur Terra Incognita, le podcast qui explore et qui explique la complexité du monde. Salut à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous accueillir sur ce 6e épisode de Terra Incognita, un podcast dans l'univers de Terra Typique, avec lequel je vous propose de voyager ensemble à la découverte de concepts peu ou mal explorés dans notre paysage médiatique. Depuis que je suis actif et que je crée du contenu sur internet, la question de l'apparence me taraude plus que d'ordinaire. La mode des selfies n'est pas récente, et ça n'a jamais été ma came. Aujourd'hui, il semble que c'est une condition sine qua non pour exister sur les réseaux que de montrer sa trombine à tour de bras. Et quand on voit ce qui se fait entre les filtres à tire-larigot et la culture du paraître et du stéréotype physique, il y a plein de personnes, comme moi, qui pensent ne pas avoir les prérequis nécessaires à l'existence numérique. C'est con, hein, parce que ça n'empêche pas d'avoir des choses à dire. Alors beaucoup baissent les bras, d'autres essayent de tirer leur épingle du jeu à coup d'avatar, bien que les algorithmes ne soient pas franchement indulgents avec celles et ceux qui ne font pas comme tout le monde. Et puis il y en a d'autres qui ont la chance de croiser la route de mon invité du jour. Tout le monde a des compétences et des capacités à mettre en avant. Ça, elle l'a bien compris. Et elle, c'est une super héroïne, et je pèse mes mots. Elle ne porte peut-être pas de cape ou de juste au corps, mais avec son appareil photo et son acuité psychologique, elle a le pouvoir de te faire changer le regard sur toi-même. Parce que les canons de beauté imposés par des minorités, elle les combat farouchement. Elle n'essaye pas de te transformer en quelqu'un d'autre. Elle met en lumière chaque détail qui compose qui tu es. Elle incarne l'affirmation des singularités, l'opposition au système normatif et normalisant, la lutte contre le sexisme, la grossophobie, le validisme et surtout, elle porte haut et fort le message que tu peux entreprendre en étant toi-même, sans rentrer dans des moules qui t'imposeront à la longue de te désaligner. Aujourd'hui, celle qui vient parler avec moi de photographie, d'image et d'estime de soi, d'authenticité et d'atypisme, c'est celle qui me fait l'honneur de piloter l'expédition Terra Incognita. C'est la fulgurante, la pétillante, la punk et la ravissante Miss Buffet Froid, aussi connue sous le nom de Buffette. Salut Buffette, comment vas-tu? Alors, direct, t'as oublié l'hypersensible parce que direct, il m'a mis les larmes. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Waouh. Quelle entrée en matière. Je sais, là, voilà, c'est bien de clouer le bec de son invité direct. Bam. Mais c'était pas l'objectif. Ouais, ouais. Non, bah, écoute, je suis ravie d'échanger avec toi et waouh, quelle intro, quoi. Merci beaucoup. Bon, alors, est-ce que tu pourrais, pour les quelques originaux et originales qui ne te connaîtraient pas dans notre audience, te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais. Voilà, je te laisse choisir l'axe par Dax. lequel tu vas te présenter. Alors déjà, je suis un ovni, hein. Déjà, une meuf qui s'appelle Miss Buffet Froid, on se doute bien qu'il y a anguille sous roche. Et on va dire que je suis animée, comme tu l'as dit, par une envie de montrer au monde entier que bah, il a sa place. Parce que, enfin, je pourrais poser la question directement à l'audience, hein,
qui est en train de nous écouter, enfin, qui parmi vous, en fait, n'aime pas sa gueule, pense qu'il n'est pas légitime, que, etc., etc. En fait, moi, je vois tellement de gens souffrir parce que c'est vraiment une question de santé mentale au final, Mm. hein, ce questionnement d'estime de soi, de représentation, etc. Donc, à partir de tout ça, à partir de tout ce constat, moi, je suis là pour dire, OK, en fait, tu as tout faux et je vais te prouver le contraire. C'est vraiment ça le truc. Et pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là? C'est parce qu'en fait, je suis passée, comme la plupart d'entre vous, en fait, par des phases où je me détestais. J'ai eu des mots absolument horribles sur mon corps. Je pensais vraiment que j'étais une sous-merde parce que oui, je suis malentendante, parce que j'ai plein de maladies qui sont invisibles, parce que je suis grosse, je suis même obèse. Pour moi, ça n'est pas d'ailleurs un gros mot. Et dyscalculique, machin, donc échec à l'école, enfin tout un tas de trucs. Donc j'ai passé ma vie en fait à être dans une configuration où de toute façon, quoi que je fasse, ça n'allait pas. Et j'ai compris à travers la photographie plein de choses. Et si tu veux, la personne que je suis devenue maintenant, c'est la personne que j'aurais aimé rencontrer quand j'étais petite, qui m'aurait dit, mais attends, Buffette, tu n'es pas une merde. C'est juste que tu t'en as pas conscience. Donc vraiment, mon truc, c'est ça. Donc j'aide les entrepreneurs à à passer le cap de la Facecam Academy, pardon, de la Facecam. Bah oui, parce que, alors oui, je vous préviens, j'ai un cerveau qui part dans tous les sens. Donc des fois, il y a des arborescences qui se font. Bref, en fait, j'ai créé une école qui s'appelle la Facecam Academy pour aider les gens à être plus à l'aise en facecam. Donc face caméra, donc parce que le personal branding est en train de vraiment, d'ailleurs, tu en as parlé dans ton intro, c'est vraiment en train de prendre un pas énorme. On a besoin de montrer sa gueule, mais je pense qu'on y reviendra parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Donc, je fais ça, en fait, j'aide vraiment les gens. J'ai un accompagnement, c'est du training, hein. Je suis en mode coach et je suis là pour te balancer des cargaisons de good vibes. J'utilise la neuroscience, j'utilise énormément d'outils, sophrologie, etc., etc., pour faire en sorte qu'en face caméra, tu sois plus à l'aise. Alors évidemment, il y a tout le côté technique aussi, puisque je suis photographe et je viens du monde du cinéma. Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, ben, simplement, en tant que photographe, je peux aider les personnes à simplement, comment dire, se redécouvrir. Et comme tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas comment dire, d'être dans quelque chose d'hyper grandiloquent. En fait, c'est juste, tu viens comme tu es. Si tu es une drag queen, tu viens comme tu es en drag queen. Si tu es quelqu'un d'extrêmement simple et nature, tu viens comme ça. Et moi, je te montre en quelques minutes que tu peux être charismatique en photographie. Enfin voilà, j'aime bien dire que je rends l'ordinaire extraordinaire. Mm. Il y a vraiment cette envie-là. Et ensuite, je suis aussi photographe pour les entrepreneurs qui, là, sont déjà un petit peu plus avancés et qui ont envie, si tu veux, de se reconnecter avec leur singularité. Parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui croient que être corporate, c'est rentrer dans une espèce de moule, c'est rentrer dans une espèce de code. Mais en fait, les codes, t'en fais un petit peu ce que t'en veux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'adore Jean-Paul Gaultier, parce que dans la mode, en fait, il a réussi à ramener des codes du punk, à ramener des codes qui étaient complètement disruptifs, en fait. Donc, c'est ça qui est vraiment chouette. Donc, avec les entrepreneurs qui sont déjà un peu plus avancés, je vais créer des photographies, si tu veux, qui vont vraiment être extrêmement puissantes pour leur création de contenu parce que je suis aussi, puisque je viens du monde du cinéma, je suis aussi storyteller visuel. Donc, il y en a qui connaissent le mot storytelling par rapport à l'écriture de posts, mais en fait, il y a aussi du storytelling visuel, c'est-à-dire qu'on peut raconter des choses en images. Donc, moi, je vais créer des banques d'images pour ces entrepreneurs pour que leurs posts soient ultra percutants, autant sur l'image que, bah, du coup, sur leur texte, etc., etc. Donc, j'ai un versant formation, j'ai un versant photographe pur, donc juste pour se redorer son image ou pour vraiment de la création de contenu, mais aussi j'ai un versant speaker, puisque je fais des conférences et j'interviens aussi dans les entreprises où je peux créer en fait des moments, c'est vraiment des expériences, hein. Parce que en général, quand on commence à me connaître et qu'on commence ouais, à me connaître un peu mieux, j'ai cette espèce de truc d'énergie qui fait que, voilà, même sur scène, c'est une espèce de mix entre du stand-up, du what the fuck. Voilà, il y a vraiment un truc comme ça. Et en entreprise, l'idée, c'est de balancer bah, toutes mes valeurs, c'est montrer on a tous notre place, que nos singularités sont des pépites, sauf qu'on ne le sait pas encore. Je décode aussi beaucoup de choses par rapport à tout ce qui est dictat
et injonction, puisqu'en fait, ce sont des constructions. Et c'est super intéressant de voir par rapport aux neurosciences, par rapport à l'histoire de l'art aussi, tout ce qui a été impliqué. Bref, c'est une intro hyper longue, mais comme mon nom l'implique Miss Buffet Froid, il y a plein de choses à piocher dedans. Et c'est généreux et c'est festif. Et il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, grosso modo, je suis une photographe, je suis une formatrice et je suis une créatrice d'expérience, speaker, tout ce que tu as envie de. On va dire slasheuse à la fin, tu vois. Mais voilà, c'est un univers comme ça qui a envie d'authenticité, qui a envie d'humain et qui fait en sorte de répondre voilà, à cette question j'aimerais être l'adulte que j'aurais aimé croiser plus petite qui me prouve que je suis quelqu'un d'extraordinaire avec mes singularités, avec mes rugosités. Ok. Et t'en as pas trop parlé, mais tu fais aussi de la photographie pour les particuliers, pas que Oui, mais pour les pros. c'est-à-dire que j'en fais de moins en moins parce que c'est pas rentable. Enfin, soyons, Ok. enfin voilà. Non, non, mais parce que en fait, quand on commence à me connaître, on sait que je suis extrêmement généreuse. Donc, quand je fais moi, je suis pas du genre. En fait, voilà, il y a des photographes qui font de la photographie pour les particuliers où c'est extrêmement rentable parce qu'ils ont des créneaux d'une demi-heure, ils ont le Ouais. studio avec exactement le même setup, ils font un truc, si tu veux, c'est clé en main, c'est-à-dire, tu arrives. Moi, le problème, en fait, enfin, le problème, et en même temps, c'est ce qui me définit, enfin, je dis que c'est un problème parce que pour mon business model, en fait, tu vois, voilà. Hmm. C'est qu'en fait, moi, tu arrives et j'ai envie de savoir qui tu es. Donc déjà, tu vois, il y a tout un process où il y a un questionnaire, où on va prendre le temps de comprendre qu'est-ce que tu as envie, parce que j'ai une clientèle qui a plein de singularités, mais dans ces singularités, j'ai des gens complètement différents. C'est-à-dire que je peux avoir, comme je disais tout à l'heure, des excentriques, Hmm. des gens vraiment extrêmement atypiques, hyper enfin, pétillants, tu vois, qui partent dans tous les sens, comme je peux avoir des gens qui sont extrêmement introvertis, extrêmement sensibles, extrêmement, tu vois. Et donc moi déjà, il y a cette grosse part-là. Et ma séance, en général, elle dure pas 20 minutes, c'est impossible, tu vois. Je suis obligée de prendre du temps, voilà. Ou alors tu veux Ouais. un shooting express, mais là on n'est pas sur la même chose. Et Hmm. ensuite, je suis une tarée de la post-production, c'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle la technique du dodge and burn. Je sais pas si ça te parle. En fait, grosso modo, c'est comme si je faisais de la peinture sur mes retouches, mais c'est vraiment ça. Je vais rajouter de la lumière par-ci, je vais rajouter de la lumière par-là, la couleur verte là, je vais peut-être l'enlever tata. Enfin, j'ai vraiment. Attention, quand je fais de la retouche, je retouche la lumière, je retouche les couleurs, mais pour moi, c'est hyper important de ne jamais retoucher les singularités du corps parce Hmm. que ça fait partie justement de mes valeurs et je sais l'impact que ça a sur la santé mentale et les Oui. dommages collatéraux que ça peut avoir sur l'image de soi. Donc, je fais certes des prestations pour les particuliers, donc ça peut être des séances boudoir un peu sexy, ça peut être famille, ça peut être bébé, grossesse, couple, ou même self-love, ce qu'on appelle self-love, c'est reconnexion à soi, quoi. Ouais. Mais j'en fais beaucoup moins parce que c'est trop généreux et Ouais. parce que voilà, enfin si tu calcules, je crois que j'avais calculé, je devais être payé à 5 euros de l'heure, quoi. Tu vois, enfin le truc qui n'a aucun sens, quoi. Donc c'est pour ça que bon, je me suis dit, parce que ça fait longtemps que je suis photographe, hein, parce que ça va faire 15 ans. Donc voilà, il y a un moment donné, voilà. Donc j'en Bah, fais, faut mais bien c'est remplir le frigo à la fin du mois, quoi. exactement. Ah ouais. Non, mais je connais ça et tu n'es pas la seule. Je connais pas mal de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat aussi, qui ont cette problématique à trouver un équilibre entre la générosité et l'éthique qu'elles veulent mettre Ouais, derrière leurs interventions et la rentabilité. Et souvent, quand on veut bien faire et être vraiment en adéquation totale avec les besoins de la personne qui est en face de nous, bah, ça prend du temps. Et si, voilà, si ce temps, on le monétise trop cher, ben ça fait que ça devient excluant. Enfin, il y a c'est des exactement vrais ça. dilemmes C'est qui se exactement jouent ça, c'est là-dedans. exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai créé, c'est vrai que j'en ai pas parlé, que j'ai créé le défi photogénique en 10 minutes, où moi c'est bénévole. Et en fait, je fais des journées de tournage où j'invite 12 personnes. Alors, elles payent un petit truc parce qu'en fait, il faut payer quand même la vidéaste et la monteuse, hein, puisque moi, je prends mon temps gratos, mais les autres, quand Mm. même, je ne vais pas en plus faire bosser les autres gratos. Mais l'idée, c'est que j'ai des tournages comme ça et je propose, la personne, elle repart avec entre deux et quatre photos gratos, du coup.
Et j'ai quand même ces temps-là parce que j'ai un côté très engagé, voilà, je veux que tout le monde puisse avoir l'accessibilité à ces moments qui sont importants de reconnexion à soi. Voilà. Donc, mais oui, oui, c'est clair que c'est complexe, surtout quand on est artisan, puisque moi, je suis artisan et que, enfin, c'est un truc, c'est hyper tabou, mais moi, je ne gagne que 35% de mon chiffre d'affaires. Donc, Mm. quand la personne elle me dit, oui, mais j'ai une séance à 250 euros, ben moi, si j'y ai passé 8 heures et que tu calcules 35% de 250 euros, bon, je suis dyscalculique, donc je vais pas te faire le calcul, mais bon, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui, bah, comme tu disais tout à l'heure, hein, moins de 5 euros de l'heure. Enfin, voilà, faut arriver à vivre de son activité. Et Exactement. tout en restant aligné avec ses valeurs et avec son éthique. Qu'est-ce qui, dans ton parcours de photographe, ton parcours professionnel et ton parcours de vie, a fait qu'à un moment tu t'es dit, ok, c'est ça ce que je veux faire, c'est pas entre guillemets juste de la photo standard et faire un business pour aller faire de la photo en entreprise ou de la photo avec les particuliers, mais c'est qu'est-ce qui t'a poussé à avoir ce déclic de rajouter une dimension supérieure, parce qu'on peut parler de ça, on peut parler d'une dimension supérieure dans ton activité, et de te dire, bah, non, moi je veux pas juste me contenter de produire, je veux transformer en profondeur l'image que les gens ont d'eux-mêmes. Ok, tu as 2 heures devant toi? On a à peu près 1 heure et demie, tu peux y aller. Ok, ok. Non, mais je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Il faut remettre dans le contexte. Donc, la petite Buffette, elle a eu une enfance et une adolescence extrêmement complexes. Vraiment, à plein de niveaux, vraiment, voilà. Et je suis arrivée à un moment de ma vie, je devais avoir 20 ans à peu près, enfin une vingtaine d'années. J'étais ce qu'on appelait une no-life, c'est-à-dire que je vivais la nuit sur Internet et la journée, je dormais. D'accord? Donc, je faisais des ménages, enfin voilà, c'était vraiment. Puis en plus, quand tu fais les ménages, tu le fais, tu sais, hors temps, tu vois, quand les gens dorment, machin, bref. Ouais. Donc, vraiment compliqué. Et c'était une époque vraiment estime de soi, mais au ras des pâquerettes, avec des troubles du comportement alimentaire, mais plus, des angoisses. Je pense que j'étais vraiment en mode dépression totale, bref. Et en fait, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui m'offre une webcam. Voilà, enfin, le truc, il n'a, voilà. Mais en fait, ça a été le déclencheur de tout. Parce qu'en fait, ben, à l'époque, j'avais envie de pécho sur Internet. Donc, ben, je commençais à faire des photos de ma gueule, tu sais, où j'essaie de me trouver jolie. Mm. Bon, alors, je commence à essayer des trucs et tout. Et rapidement, en fait, comme j'étais une personne qui a toujours écrit, j'ai toujours eu des carnets, j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin, si tu veux, d'expulser, on va dire, des choses. En fait, rapidement, je me suis mise à faire une espèce de blog, en sachant que les blogs n'existaient pas à l'époque, où je mettais mes photos, du coup, que j'avais faites en webcam, où je me mettais en scène, en fait, où il y avait des choses qui étaient violentes qui sortaient, et j'écrivais des textes. Et si tu veux, ça, puisqu'en fait, j'étais très curieuse de tout ce qui était photographique, j'étais sur des forums. À l'époque, c'était les forums, c'était pas les réseaux sociaux. Oui, je suis un peu vieille. Donc c'était les forums et j'ai rencontré plein de photographes comme ça, bref. Et il y a des photographes qui m'ont dit, tu nous intéresses, on aimerait que tu poses. Et là, la Buffette, elle fait, What? T'as vu ma gueule? C'est quoi le problème en fait? Je suis pas mannequin, bref. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé à poser pour plein de photographes. Et là, je fais, Waouh, c'est quoi ce truc? Enfin, c'est incroyable. Donc moi, j'ai continué donc à poser. Donc j'ai posé pour plus d'une centaine de photographes. Et si tu veux, en webcam, je commençais à faire venir des gens. Et je les shootais avec moi. Bon, rapidement, imaginez webcam des années 2000. Ouais. Qualité pas ouf, tu vois, c'était pas incroyable. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à acheter un appareil photo. Ça a été extrêmement compliqué parce qu'il a fallu que je me confronte à la technique. Mais je pense que j'avais de base une compréhension de la lumière. Mm. Ce qui fait que la lumière, c'est quand même, en photographie, c'est quand même super important. Et bref. Et donc, si tu veux, je me suis rendu compte, enfin, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ce que j'avais vécu moi avec la photographie en tant que modèle,
Ben, en fait, j'arrivais à le donner aux gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disaient, ah putain, ça m'a fait trop du bien. Ah, t'as eu un regard sur moi qui fait que, voilà. Et si tu veux, comme je suis quelqu'un de fat, par exemple, les poses qu'on peut voir, tu sais, quand tu achètes des magazines, enfin des magazines, des bouquins, le guide du posing. Donc, le posing, c'est l'art de prendre la pose, hein. Hmm. Ben, t'as que des personnes qui sont hyper fines, qui sont mannequins. Par exemple, les dyspraxiques, tu sais, ils n'ont pas conscience de leur corps. Donc, pour leur demander de poser, c'est extrêmement complexe. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai Ouais, pris ouais. un exemple qui est un peu caricatural, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec mon corps gros, c'était compliqué d'avoir des poses qui soient sympas. Tu vois, voilà. Et je pense que j'ai fait une expérimentation qui est tellement énorme par rapport à ma compréhension de mon corps que quand j'avais quelqu'un en face, j'étais dans ce même délire-là. J'avais envie de travailler ce truc-là. Bref, le fait d'avoir posé et d'avoir reçu ce message comme quoi j'étais bonasse, enfin, tu vois, alors que je pensais que j'étais une grosse merde, puisque de toute façon Hmm. j'étais grosse et que c'est ce que la société me disait, et qu'en plus, au fur et à mesure par rapport aux photographies, on me disait putain, t'as changé ma vie, putain, c'est incroyable, vraiment, nana. Ben, en fait, il y a un moment donné, tu te dis, euh, mais en fait, je sers à quelque chose. Je tiens quelque chose là, ouais. Tu vois, je sers vraiment à quelque chose. Mais c'est pour ça que la neuroscience est incroyable. Parce que tu connais un petit peu le concept de neuroscience ou pas? Oui, 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 Oui. carrément. Alors, Carrément. pour les personnes qui écoutent, qui connaissent pas forcément, je vais essayer de schématiser ça de façon simple. Grosso modo, votre cerveau en est sur une jungle luxuriante. On est vraiment, il y a plein, plein, plein de végétation. Et c'est comme dans une forêt ou dans une jungle, quand on va commencer à prendre un chemin, on est obligé d'y aller à la machette. C'est compliqué, c'est difficile. Donc, c'est l'apprentissage, en fait. Et plus vous allez prendre ce chemin, ben, plus, en fait, la végétation ne va plus pousser. Et donc, après, vous pouvez carrément créer une autoroute, en fait. Et Hmm. donc, ça devient un automatisme. C'est comme quand on passe le permis. Au départ, moi, je sais que passer les vitesses, c'était l'enfer. Maintenant, il n'y a aucun problème. Je le fais de façon totalement inconsciente parce que j'ai créé ce chemin neuronal qui fait que c'est extrêmement simple. Donc, toute ma vie, on m'a dit que j'étais grosse, que j'étais moche, que je servais à rien. Donc, j'ai créé une autoroute qui était comme ça. Donc, pour moi, c'était complètement induit en moi. Sauf que, en faisant de la photographie, j'ai commencé à me dire, putain, je suis belle et je suis intéressante, il se passe des trucs, je sers à quelque chose. Donc, en fait, j'ai abandonné le chemin où je disais j'étais moche, machin truc. La végétation a repris le truc dessus. Donc, c'est oublié. Et maintenant, je prends une autre autoroute, en fait. Hmm. Et si tu veux, ça n'est que, on va dire, assez récemment, ce qui a vraiment été le gros déclencheur. Je voyais, si tu veux, depuis longtemps que j'avais vraiment un impact sur les personnes dans les séances photo. Mais ce qui a vraiment été déclencheur, c'est le moment où Cécile Neuville, avec le séminaire des rêveuses entrepreneuses, m'a dit, j'ai envie que tu montes sur scène parce que ce que tu délivres en termes de messages sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement fort. Et c'était il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, je monte sur scène et là, il s'est passé un truc absolument incroyable. C'est-à-dire que sur scène, je suis restée la personne que je suis. C'est-à-dire j'ai pleuré, je tremblais, j'étais complètement voilà. Mais j'ai eu une standing ovation à la fin. C'était ma première conf et j'ai eu des meufs qui sont venues pleurer dans mes bras à la fin de la conf, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, mais attends, il y a un truc qui te dépasse. Et j'ai compris que c'était parce que je m'autorisais à être totalement moi-même que en fait les gens avaient vraiment besoin de cette connexion là, tu vois. Et je crois que c'est ce que je délivre énormément et c'est là où j'ai compris la puissance de mon discours, la puissance de tout ce que je donnais, c'est-à-dire que ça s'arrête pas que si tu veux à la séance photo. Hmm. Tu vois, il y a vraiment, comme tu disais, une autre dimension. Et j'ai beaucoup aimé l'idée que tu dises que j'étais une super-héroïne, parce que j'aime bien dire que je suis une version moins riche de Lego Batman. Je ne sais pas si tu as vu le film Lego Batman. Lego Batman, lui, bon, ben voilà, c'est... Alors déjà, Lego Batman, c'est un Batman en version débile. Enfin, alors quand je dis débile, c'est affectif, hein. C'est qu'il est un peu foufou, il est un peu... Voilà. Mais lui, il aide les gens, il sauve, machin. Moi, c'est juste que j'aime bien faire... Tu penses que tu n'es pas photogénique? Oh, je vais te rendre photogénique. Tu vois, c'est un peu le truc. Et en plus, petite anecdote, il y a son petit majordome qui vient lui apporter son petit homard, là. Il va le manger dans le four micro-ondes. Et moi, je suis une putain de bouffeuse de crevettes. J'adore ça. Donc, tu vois, je suis la version low cost parce que je n'ai pas la thune de Bruce Wayne.
Tu vois, la version low cost de Batman. Bref, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tout ce cheminement par rapport à mon expérience. Il y a eu toutes les personnes qui, en séance, ont pleuré dans mes bras, ont fait tout ça. Et il y a eu mon expérience sur scène qui a fait que, en sachant que, après avoir fait la scène, j'ai compris aussi des choses. C'est-à-dire que j'ai parlé avec des psys, des coachs, des sophrologues. Et en fait, ce que j'insuffle dans mes séances, ce sont des bases de sophrologie, ce sont des bases de coaching, de neurosciences. En fait, je les faisais de façon totalement intuitive. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un euh, qui est extrêmement sensible à la communication non verbale. Dans mon hypersensibilité, il y a un degré de, comment dire, de connexion à l'autre qui fait que tu ne parles pas, je connais ton état émotionnel. Parce que ton corps raconte des choses. Mm. D'ailleurs, je me suis formée par la suite encore plus loin à la communication non verbale. C'est fascinant, vraiment c'est fascinant. Donc si tu veux, j'ai compris que je mettais en place des choses. En fait, oui, si j'explique ça, c'est que si c'était intuitif, c'est que je vois dans quel état la personne est et du coup, je teste plein de façons de faire différentes. Et donc, dans mes tests, dans mes expérimentations, bah, du coup, je teste des choses de respiration, de la musique, peut-être faire baisser le taux de cortisol avec des black carambars. Alors, ça peut paraître un peu con comme ça, mais enfin, scientifiquement, c'est prouvé. Si Ah tu oui, oui. rigoles, tu vas te sentir mieux, tu vois. Et moi, comme j'ai compris beaucoup de choses par rapport à mon corps, à ma posture de corps, puisque le cerveau et le corps sont des vases communicants. Il y a beaucoup de choses qui passent. Bref, tout ça, je sais que c'était un peu long, mais tout ça, tu vois, ça m'a permis de comprendre ben, que j'étais à un autre niveau de photographie, en fait. Je Mm. ne suis pas que photographe. C'est pour ça que je dis que je crée des expériences. Et c'est tout ça qui a fait que j'ai compris que, ouais, j'étais pas juste une photographe lambda. Je peux vraiment amener des gens à se transformer et avec la Fastcam Academy, donc mon accompagnement, en 2 mois, c'est un truc de fou en fait. Je sais qu'il y a une meuf, elle se détestait en vidéo. Maintenant, elle a envie de faire des conférences devant Mm. 500 000 personnes. Tu vois le truc en fait, c'est incroyable en fait. Et chaque fois, c'est quel que soit ton âge, quelle que soit ta morpho, quelles que soient tes singularités, quel que soit ton flow, si t'es pas obligé d'être quelqu'un de très énergique, enfin plein d'énergie, tu vois. Tu peux avoir un flow qui est très doux avec une façon de parler, avec très de mouvements, tu vois. On s'en fout en fait. Tout le monde a sa place et surtout, on est tous complémentaires. Alors je sais que ça fait très bisounours. D'ailleurs, j'aime bien dire que je suis une bisounours gothique, tu vois. Putain, je suis en train de perdre ma voix du coup. Mais du coup, voilà, grosso modo, je considère qu'on a tous notre place. Et c'est ma mission de vie, en fait. C'est de faire en sorte encore une fois, que les personnes trouvent leur place comme j'ai pu la trouver moi aussi. Et c'est vrai que il y a plein de choses que j'ai fait de façon totalement intuitive, mais c'est aussi les rencontres, les expériences qui m'ont fait prendre conscience de tout ça. Ouais, théoriser ce que tu faisais Complètement. spontanément. Ouais. Et c'est vachement intéressant ce que tu partages là sur les neurosciences et sur bah, ce qui s'appelle en fait les scripts comportementaux. On s'habitue à fonctionner d'une certaine manière. Le cerveau s'habitue à suivre un chemin de pensée et de réaction par rapport à des situations. Puis il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est l'organe qui demande le plus d'énergie dans le corps. Donc il est programmé pour fonctionner en économie d'énergie. Donc quand il a l'habitude de faire quelque chose, ben, il va continuer à faire cette chose-là parce que changer d'habitude, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc on a le réflexe de s'ancrer dans nos habitudes et d'avoir beaucoup de mal à changer. Et alors en plus de ça, quand on est dans dans une société de la surcommunication comme celle dans laquelle on est depuis les années 2000, avec l'essor d'Internet notamment, bah, on a vite fait de rentrer dans certains scripts comportementaux, dans certains schémas de pensée et de réaction, bah, parce qu'on nous file à bouffer que c'est ça la norme, que c'est comme ça qu'il faut être.
Et c'est hyper compliqué d'aller défricher de nouveaux chemins, comme tu le disais avec ta métaphore de la jungle. Et Mm. en ça, je pense que c'est hyper important bah, d'avoir des personnes comme toi qui viennent dire, mais regarde, en fait, c'est possible. Parce que tant que tu es là et que tu te dis, bah ouais, mais en fait, c'est pas possible, je suis pas dans les normes, je suis pas dans les clous, je suis pas dans les codes, bah, c'est beaucoup plus facile de se dire, non, mais ok, c'est pas fait pour moi. C'est ce que je disais en introduction. Il y a plein de personnes qui refusent de prendre la parole, qui refusent de se mettre en image parce qu'elles ne correspondent pas à la norme et au code. Et je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que moi, ça fait du coup 15 ans que je suis photographe et j'ai vu vraiment le changement. Il y a eu un twist à un moment donné, c'est-à-dire que au début, c'est vrai que j'avais des gens qui se trouvaient pas photogéniques, qui aimaient pas leur gueule, mais c'était certaines catégories de la population. Il y avait les femmes enceintes parce que leur corps changeait, tu vois, parce que c'est brutal, en 9 mois, t'as ton corps vraiment Ouais, qui change. Il y avait les ados, mais bon, ça, tout le monde le sait que voilà, c'est compliqué l'adolescence. Euh, et il y avait les personnes qui étaient très vieilles, à partir, on va dire 70 ans, tu vois. Parce que c'est ouais. vrai qu'on n'a pas forcément de visibilité, on n'a pas de rôle modèle par rapport à ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, et moi, j'ai remarqué, alors ça n'engage que moi, mais j'ai remarqué que depuis les confinements, en fait, il y a une dégradation et que ça s'est étendu à tout le monde. Alors, comme je suis quelqu'un qui aime bien poser des questions à plein de gens pour avoir plein d'avis, j'ai même posé la question à ma généraliste si la santé mentale s'était dégradée depuis le Covid. Et elle m'a dit, évidemment, c'est catastrophique. Il n'y a même plus de place dans les hôpitaux. Bref. Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé quand on était en confinement? On était devant nos écrans. D'accord? Il y en a plein qui, sur les réseaux sociaux, on avait déjà des personnes qui utilisaient des filtres. Donc nos potes, par exemple, on a commencé à les voir qu'avec des filtres. Hmm. Quand on était en visio, les gens mettaient aussi des filtres. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, où tu parles de neurosciences. Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc par rapport à son cerveau, c'est qu'à partir du moment où tu lui donnes une information à partir de 7 ou 10 fois, il va considérer que c'est la norme. Donc, si il voit ta tête filtrée plusieurs fois par jour, il va considérer que c'est toi que tu es comme ça. Sauf que tous les matins, ben, tu vois bien que ta tête dans le miroir, c'est pas la même. Et donc, Hmm. du coup, bim, il se prend un tacle en disant, ah mais non, t'as vu, t'es pas aussi bien. Et je pense vraiment qu'il y a eu un effet énorme sur l'estime de soi à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour des personnes qui ont pris l'habitude d'utiliser un filtre de l'enlever. Parce qu'en fait, c'est trop dur en fait pour leur cerveau. Donc c'est comme de la drogue, hein. Il faut passer par un moment où il va y avoir de la souffrance. Je suis désolée de dire Hmm. ça, mais il faut vraiment passer par ça et ça va aller mieux. Si j'ai juste un conseil par rapport aux personnes qui seraient dans ce cas-là, il y a peut-être une première étape qui peut être un petit peu, comment dire, un peu moins violente. C'est qu'il faut faire en sorte que dans son quotidien, on ait des références, on ait des rôles modèles avec des corps et des singularités qui nous ressemblent. Tu as dit un truc, je vais faire juste une parenthèse. Tu as dit un truc qui était hyper intéressant en intro, c'est que tu parlais des personnes qui postaient des choses, mais qui n'étaient pas forcément révélées dans les algorithmes. Est-ce que tu as vu ce documentaire qui s'appelle Instagram, la foire aux vanités? Non, Il je est, euh, note. il est incroyable. En fait, il est incroyable parce que j'ai compris un truc. Et quand je vais le dire, ça paraît évident. En fait, qui sont les personnes qui ont créé Meta? C'est Zuckerberg et sa bande de potes, d'accord? Zuckerberg, on le connaît, je ne sais pas si tu savais, quand il était à la fac, il avait fait son truc sordide là, où tu swipais et tu notais les meufs si elles étaient baisables ou pas, tu vois? Le truc vraiment ignoble, d'accord? Donc à partir du moment que tu comprends qu'il est dans cet état d'esprit, ça peut expliquer la suite. Donc, grosso modo, quand eux, ils créent un algorithme, que ce soit Instagram par exemple, comment est-ce qu'ils vont considérer qu'un post va être bunkable ou pas? Qui va être, tu vois, vraiment super intéressant. Eh ben, c'est avec leur propre vision. Et comme ce sont que des mecs geeks, et c'est vraiment ce qui est verbalisé dans le documentaire, que ce sont des mecs qui sont pas très à l'aise avec les meufs, donc un peu lourdeaux, tu vois, sexistes, machin, ben pour eux, le meilleur post, le post le plus bankable, ça va être
la jeune femme blanche, mince, dans une pose suggestive, mais pas trop parce qu'il faut pas déconner, c'est les Américains, tu vois. Et en fait, quand tu comprends ça, évidemment que, parce qu'en fait, je comprenais pas quand j'allais sur Instagram, quand je mettais le hashtag, alors même si les hashtags n'existent plus vraiment maintenant, photographe Montpellier, pourquoi mes photos ne ressortaient jamais alors que ben, je savais que mon travail, enfin, il était conséquent, quoi, tu vois. Enfin, que Ouais. c'était pas, voilà, j'avais rien à envier à d'autres personnes. Je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai fini par comprendre. En fait, si je shoote une nana de 80 ans ou, je sais pas moi, une afro, tu vois, qui est peut-être un peu plus grosse, etc., ben, forcément, l'algorithme, il n'a pas été calibré pour faire en Mm. sorte que ces personnes. D'ailleurs, Barbara Butch, qui est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, c'est la DJ qui était sur la cérémonie des JO de cette année-là, qui est obèse et qui est en plus lesbienne. Bref, elle avait fait un post, en fait, sa photo a été shuntée parce que, en fait, l'algorithme croyait qu'elle était à poil, alors qu'en fait, elle avait une masse de corps qui était plus gros. Donc, on Mm. voit bien qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'algorithme. Donc, ça, c'était ma parenthèse, déjà. Parce que du coup, on commence à comprendre pourquoi, quand on scrolle, c'est extrêmement rare de tomber sur des personnes qui peut-être nous ressemblent, surtout si on a des singularités. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de changer son algorithme. Et si vous avez des difficultés, par exemple, voilà, moi je suis quelqu'un de gros et je vais faire 47 ans et la plupart du temps on me dit mais tu fais pas du tout ton âge. Mais c'est parce qu'en fait on n'a pas de rôle modèle de meuf de presque 50 ans qui s'autorise à s'habiller Mm. peut-être un peu plus avec, tu vois. Et donc moi ce que j'ai fait sur mon algorithme d'Instagram et mes réseaux sociaux, c'est que je me suis connectée à des gens sur les qui je les trouve charismatiques, mais qui me ressemblent. Comme ça, j'envoie à mon cerveau des informations en me disant Barbara Butch, je la trouve charismatique. Elle est en situation d'obésité, tu vois. Il y a Bess Ditto, la chanteuse de Gossip. Elle est en situation d'obésité aussi. Je la trouve ultra charismatique, tu vois. Donc en fait, je vais recréer dans mon algorithme, euh, ben, je vais suivre des personnes. Alors je dis pas au début c'est difficile. Si j'ai juste un conseil, si vous galérez vraiment, c'est quand vous commencez à vous connecter à une personne qui a vos singularités, allez voir les comptes qu'elle suit, les followers qu'elle suit. Parce que du coup, ou si vous êtes sur LinkedIn, allez regarder qui commente. Et Mm. souvent, vous allez voir que ben forcément, quand on trouve une personne, on retrouve tout un écosystème qui va être vraiment super intéressant. Donc l'idée, c'est que pour les personnes qui galèrent vraiment avec leur image, c'est de commencer à prendre conscience que vous avez été endoctriné, en fait, que vous avez envoyé que vous êtes passé par le mauvais chemin dans votre jungle. Donc il va falloir recréer un autre chemin. Alors oui, ça peut être un peu long, mais les résultats sont là et c'est sûr. Et je voudrais faire une petite aparté j'aime bien raconter cette petite anecdote et je pense que ça va te faire rigoler. Je suis passionnée par les standards de beauté dans l'art et dans l'histoire. Est-ce que tu sais pourquoi les statues grecques, je sais pas si tu avais vu passer ce que j'en parle régulièrement dans mes posts, est-ce que tu sais pourquoi les statues grecques, voilà, elles ont des tout petits pénis? Voilà. Ouais, ouais, Mais ça, ouais. Alors ça, je l'avais étudié en prépa littéraire, en culture antique. ok. Euh, ce concept-là. Ouais. Mais vas-y, je te laisse Mais raconter. je trouve que c'est hyper significatif parce qu'on est bien d'accord qu'on est dans une ère où on a tendance à penser qu'il vaut mieux avoir un gros pénis qu'une petite, quoi. On est d'accord? Alors qu'à une certaine époque, on pensait que avoir du coup un gros pénis, c'était quelque chose qui était lié à la bestialité. Et comme c'était l'ère des philosophes et que l'intellectuel était vraiment valorisé, il valait mieux en avoir une petite. Pour pécho, c'était mieux, quoi. Donc, les statues grecques, jamais de la vie, on allait leur mettre en gros pénis, parce que du coup, voilà, c'était. Non, non, mais tu comprends, c'est un animal, il ne pense qu'à faire l'amour, machin. Enfin, ça n'a pas de sens. Et en fait, je peux t'en trouver, mais des kilos et des kilos, Mm. des comme ça. Donc, en fait, quand tu prends un peu de recul par rapport à ces constructions, et les gens étaient vraiment persuadés de ça, en fait. Enfin, ça me fait péter un câble. Enfin, il y a des trucs, des fois, tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Il y a eu même une période où ce qui était super bankable, c'était de se raser les sourcils et d'avoir un front le plus long, le plus Ouais. large possible, quoi. Parce que du coup, tu étais intelligent, machin. Enfin, voilà. Et donc,
on est dans une société où on nous inculque des choses. Et d'ailleurs, si tu regardes même les capitaux, ils sont arrivés qu'à une certaine période, alors qu'avant, ça n'était pas un problème. Enfin, toutes les meufs ont des capitaux, c'est normal, ça fait partie de la nature, c'est comme ça. Ben, et ça n'est qu'à partir d'un certain moment où il y a quelqu'un qui a décidé que ça n'était plus esthétique et que c'était un problème et qu'il fallait l'enlever. Enfin, donc, quand tu Mm. comprends ce genre de choses, que tu prends du recul par rapport à ces constructions, et on en a tous des biais, puisqu'on est tous dans l'apprentissage. Moi-même, j'en ai des biais. Enfin, je veux dire, il faut, comment dire, c'est pas grave d'avoir des préjugés, c'est pas grave d'avoir des biais. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on en fait, en fait. C'est ça, pour moi, qui est vraiment déterminant. Et je pense que dans l'apprentissage de l'estime de soi, c'est aussi prendre du recul par rapport à ça et comprendre que tout le monde a des insécurités. Enfin, je veux Mm. dire, que ce soit Beyoncé ou que ce soit, peu importe, enfin, franchement, tapez complexe star, vous allez voir, ça, la presse people adore ça, et vous allez voir que tout le monde a des insécurités, en fait. Donc, quand tu comprends tout ça, ça te permet quand même de prendre du recul par rapport à ton image. Mais tout ça pour revenir sur cette histoire que, oui, les réseaux sociaux, ça peut être complexe d'avoir à montrer sa gueule, mais je pense que, enfin, en tout cas, moi, je sais que le fait que je m'autorise à être vraiment totalement moi-même, c'est-à-dire que tu vois, là, je suis apprêtée, bon, je suis pas énormément maquillée, mais j'ai un peu de rouge, j'ai mis des sequins parce que ça me fait kiffer, parce que j'aime bien ce truc-là, mais je peux très bien me montrer au réveil avec mes cheveux gras et mon pilou-pilou qui est dégueu parce que ça fait 15 ans que je l'ai, tu vois. Mais ça reste moi, en fait. J'ai pas Mm. envie de me transformer en quelqu'un d'autre. Et je sais que parce que je m'autorise à vraiment raconter les downs, à vraiment raconter aussi mon sens de la réussite, parce qu'on a tous des sens, on a tous des réussites qui sont différentes, tu vois. Ben, je vois bien que je connecte avec des gens et je leur fais du bien. Et je pense que pour moi, c'est pas une. Tu sais, tu disais qu'il y avait cette espèce de course au fait de se montrer le plus. Mais en fait, moi, j'ai juste envie d'exister tel que je suis, en fait, pour montrer aux autres personnes que c'est possible d'être peut-être simplement les personnes qu'elles ont envie d'être, en fait. T'es pas obligé de te forcer à quoi que ce soit. T'es pas obligé de... Voilà, t'as juste besoin de connecter avec des gens, en fait. Enfin, moi, je le vois plus comme une envie de connecter avec des gens, parce que... alors, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas forcément évoqué, mais l'entourage, c'est tellement important. Mm. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il faut arriver à s'extirper, en fait, d'entourages qui vont vous amener vers le bas, ou en tous les cas, qui ne sont pas alignés. Ouais. On peut ne pas être d'accord. C'est OK de ne pas être d'accord. Mais sans rentrer dans la confrontation. Tu peux ne pas être d'accord et comprendre que l'autre ne pense pas pareil que toi. Mm. J'aime bien dire cette phrase, on est toute la connasse de quelqu'un. Voilà, c'est impossible de faire l'unanimité. Mais comme on a ce besoin de validation de nos pairs, tu vois, c'est un truc très structurel dans Ouais. notre façon d'être, on croit qu'il faut que tout le monde nous aime, mais c'est faux. Et d'ailleurs, si on regarde, le problème avec les réseaux sociaux, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on avait la validation, on avait besoin de la validation de nos pairs, mais parce qu'on était entre nous et c'était Oui. 10, 15 personnes, quoi. Le Alors que cercle était restreint, ouais. tu vois? Alors que là, c'est le monde entier, en fait. Et en fait, non. Et par contre, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les gens oublient aussi, c'est qu'ils sont forcément l'inspiration de quelqu'un. Sauf que c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un que c'est une connasse que de dire à quelqu'un que toi, tu m'inspires. Et je Mm. suis sûre que les personnes qui nous écoutent là, je suis sûre que dans votre quotidien, il y a des personnes qui vous inspirent pour des trucs à la con peut-être. Je sais pas, c'est mamie, c'est son couscous, il est tellement bon, putain, je sais pas comment elle fait, elle a une recette de ouf, tu vois. Ou ça peut être ta voisine qui est entrepreneur, et il y a 4 enfants, tu te dis, mais putain, mais comment elle fait? Moi, j'y arrive pas. Des fois, on peut être inspiré par des gens. Et moi, ce que j'aimerais dire là aux gens, c'est que allez dire à ces gens qui vous inspirent, parce que vous ne pouvez pas savoir la puissance que ça peut avoir. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que cette même personne, vous l'inspirez pour d'autres choses, en fait. Et Mm. bref, après, c'est un cercle vertueux et je suis Ouais. partie un peu loin, mais voilà. Non, mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Ça m'évoque mon propre parcours sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce que je racontais en intro. En fait, je me suis retrouvé à commencer
à prendre la parole sur les réseaux sociaux, enfin sur LinkedIn principalement, poussé par mon formateur et coach de la couveuse d'entreprise dans laquelle j'étais. Et au début, je savais pas quoi dire. Et puis, je me rendais bien compte que l'activité que je proposais, celle pour laquelle j'avais monté mon entreprise initialement, bah, c'était un truc, c'était pas sur LinkedIn que j'allais trouver de la clientèle, parce que c'était du local, c'était du réseau que j'avais déjà, qu'il fallait que j'entretienne, etc. Donc, je voyais pas trop ce que je pouvais apporter. Puis surtout que bah, j'arrive sur LinkedIn, je tombe sur des tas de profils où, alors oui, il y a un côté un petit peu inspirant, mais il y a pas mal de grosses conneries aussi, hein, de gens qui te disent, ouais, je vais t'apprendre exactement comment il faut faire pour que tu développes ton réseau, pour que ton entreprise elle fonctionne, pour que machin et tout. Et ils te proposent des trucs tout claqués au sol là qui n'ont aucun sens et surtout qui sont pas adaptés à ce que tu es. Et à ce moment-là, bah, en fait, j'ai commencé à croiser la route de deux, trois personnes au début qui commençaient à parler de neuroatypie, de HPI, de troubles du spectre autistique, etc. Puis moi, je trouvais ça hyper intéressant. Je suis concerné par ça. Et bah, par exemple, le HPI, on est 2,3% de la population, quoi. C'est difficile de te retrouver avec des gens qui sont dans les mêmes paradigmes de fonctionnement et de pensée. Et là, je rencontre des gens qui en parlent de manière assez décomplexée. Je commence à liker, à rajouter les personnes. Puis quand je commence à créer des publications, bah, j'identifie ces personnes. Donc il y a d'autres personnes qui suivent ces personnes qui viennent me suivre moi à leur tour. Et en fait, je me suis créé un écosystème. Et en effet, l'algorithme, je savais pas ce que je faisais, mais en vrai, je l'ai dressé pour faire en sorte qu'aujourd'hui, mon fil d'actualité sur LinkedIn soit vraiment en adéquation avec des sujets et des personnes qui m'inspirent et qui m'intéressent. Et jamais j'aurais pris la parole sur ces sujets-là si j'avais pas eu quelques personnes qui l'avaient fait avant moi et où je me suis dit, putain, mais c'est possible d'en parler en fait, c'est possible d'en parler sans avoir l'air de se la péter. Et puis c'est possible d'en parler et d'avoir des réactions constructives dans les commentaires sur les posts, etc. Et ça a donné une toute autre dimension bah, déjà à mon entourage et aux liens que je construisais et que j'entretenais, mais aussi à mon activité entrepreneuriale, parce que initialement, je n'étais absolument pas dans l'idée de travailler sur les questions de la neuroatypie. Jamais j'aurais pu, sans rencontrer Sandrine et Laurent et Thératypique, faire le podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ouais, il y a un vrai, il y a un vrai enjeu. C'est à la fois un atout et un risque. L'ouverture du monde. Tu parlais de la validation des pairs qui avant était de 10-15 personnes et aujourd'hui c'est le monde entier. Il y a un énorme risque, c'est de déjà quand on est un peu en décalage par rapport au reste du monde, de se dire putain mais je suis vraiment encore plus en décalage que ce que je pensais parce que l'immense norme et tout ça machin, l'immense majorité vient de me dire que je suis pas dans leurs archétypes. Mais en même temps c'est un super avantage parce que ça permet d'aller chercher des personnes avec qui on va entrer en relation et avec qui on n'aurait jamais pu physiquement entrer en relation, clairement. Mais c'est, pour moi, LinkedIn ou tous les réseaux sociaux, ça reste un outil. Et il faut comprendre qu'un outil, c'est un objectif. Mm. Donc, si tu vas sur les réseaux sociaux pour te laminer le moral, c'est que tu n'as pas la bonne utilisation de cet outil-là, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Donc, l'idée, c'est que il faut utiliser les réseaux sociaux en conscience. Alors, je sais que c'est pas forcément facile parce que ça te balance de la dopamine et que tu as le Mm. scroll un peu, voilà. Mais des fois, dire, ok, c'est quoi mon objectif par rapport à mon utilisation des réseaux sociaux? Et l'idée, c'est de. Moi, je sais que il y a des personnes que je trouve, que je trouvais inspirantes
Il y a un moment donné, je me suis désabonnée et j'ai arrêté parce que, en fait, ça crée en moi une anxiété par rapport à Mm. leur réussite, par rapport à. Il y avait trop de comparaisons, et c'est OK, en fait. Ces personnes, je les apprécie, mais c'est juste que de voir leurs publications, ça ne me fait pas du bien, en fait. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi se reconnecter. Et je le fais pas pour faire plaisir, en fait, tu vois. Et ça n'a rien de. Enfin, voilà, je peux parler avec cette personne, c'est pas un souci, mais c'est juste que je me désabonne parce que moi, Mm. ça me fait pas du bien, quoi, tout simplement. Et ça reste un outil, c'est comme tu vas. Non, je pense au four micro-ondes et j'ai les Gremlins dans la tête, tu sais, avec le. Oui, c'est mon arborescence cinéma. J'ai toujours des rêves de cinéma chelou. Et je suis fan des Gremlins. En fait, j'aime pas Noël et j'adore les Gremlins parce que pour moi, c'est le meilleur film de Noël qui existe, quoi. Et donc, non, je parle du four micro-ondes parce que c'est dans les années, je crois, 90 qu'ils ont commencé à mettre sur le truc, ne mettez pas votre animal de compagnie dans le four micro-ondes, tous les trucs, tous les Ouais, usages. ouais. Et chaque fois, j'ai cette image-là. Ça reste un outil, c'est à toi de l'utiliser C'est comme la télévision, c'est pareil. On en parlait, enfin, du coup, là, ça fait très boomer. Mais on en parlait quand elle est arrivée. Ça reste un outil. On peut faire des choses qui sont incroyables comme, voilà, tu vois, si je parle à Touche pas à mon poste et Arte. Voilà, Ouais. je pense que c'est. On peut avoir de l'excellent comme du gros fumier, quoi. Voilà, ça reste un outil, c'est de toi à toi de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec cet outil. Et les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fort dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ça peut Mm. être destructeur. Si on voit comment Trump l'a utilisé dans ses campagnes et enfin toute la désinformation, etc., etc. Et en même temps, tu peux avoir des connexions avec des gens qui te ressemblent et pour qui c'est incroyable, quoi. C'est quand même fou quand tu te dis que ouais, c'est un outil qui peut être hyper puissant dans l'organisation et la manipulation des masses, mais qui peut être aussi hyper impactant dans le rapport des individus entre eux et par rapport à eux-mêmes, et que ce truc-là, c'est c'est fourni sans mode d'emploi, entre guillemets, tu vois. Et en fait, comme toujours sur ces technologies qui apparaissent, il y a, bah, on se retrouve à réagir a posteriori et à dire, ouais, mais attention, ouais, on va faire de l'éducation aux réseaux sociaux, de l'éducation aux médias et à l'information. Mais en réaction plutôt Mais, que c'est- plutôt que mais, de euh, mais l'avoir anticipé, quoi. Mais d'ailleurs, je ne suis pas maman, je suis juste belle-maman. Et moi, ce que j'essaie de faire comprendre à mes beaux-fils, c'est qu'en fait, l'éducation que j'ai eue, moi, en tant qu'enfant, elle était dans un autre monde. Ouais. Quand on grandit dans un monde, on n'est pas préparé au monde qui arrive. Et en fait, mes parents n'étaient pas non plus préparés au monde voilà. Donc, je pense que par rapport à l'éducation des réseaux sociaux et tout, il y a des choses qui nous dépassent totalement. Et je pense qu'il faut juste arriver à s'extirper de l'opérationnel, du truc, et juste essayer de donner des clés globales et généralistes pour faire attention à soi, faire Hmm. attention à. Voilà, et parce que, ouais, c'est extrêmement difficile, en fait, d'être Hmm. parent. Enfin, voilà, moi, je suis juste que belle maman. J'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Mais du coup, d'ailleurs, ça fait partie d'une autre de mes atypies, tu vois. Euh, Comment ça, tu n'es pas une femme accomplie, tu n'as pas eu d'enfant? Donc, mais voilà, c'est vrai que je trouve, moi, ahurissant qu'on puisse donner l'accès à Internet à des enfants quand tu sais que l'âge, sur les premières vidéos porno, quand l'âge a drastique. Enfin, moi, je me souviens, bon, c'était les cassettes VH, ça fait vraiment boomer, hein, dire ça, mais c'était les cassettes VHS, tu sais, ou alors c'était encrypté sur Canal, tu Sur le vois, canal, c'était. ouais. Voilà. Mais maintenant, je crois que c'est 8 ans, en fait, c'est leur première Ouais, il me image. semble que la moyenne, c'est 8-10 ans ouais, d'exposition aux Donc informations. voilà, donc après, il va falloir les protéger, il va falloir que ça ne devienne pas tabou, il faut en parler Mm. directement et essayer de discuter de ça pour voir si ça les a heurtés et que ça ne rentre pas dans une dérive. Et par Mm. rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où il y a vraiment cette polarisation sur les extrêmes, c'est un autre documentaire enfin, il faut le regarder, il faut avoir un mental, enfin, il faut pas le regarder si tu es en dépression. Ouais, Derrière vos écrans de fumée. Je sais pas si tu l'as non si tu l'as plus. vu.
En fait, grosso modo, ce sont les personnes qui ont créé les algorithmes de Twitter et compagnie qui expliquent que l'algorithme est fait pour faire en sorte que tu restes le plus de temps possible. Donc en fait, il analyse tes posts et donc en fait, il va te donner ce que tu as envie d'entendre. Hmm. Donc la problématique, c'est que ça polarise à fond les gens. C'est-à-dire que ton TikTok, ton Instagram, ton X maintenant, puisque c'est ex-Twitter, il va pas te donner en fait quelque chose de contradictoire. Parce qu'il sait que si c'est contradictoire, tu vas te barrer en fait. Donc en fait, il ne fait qu'alimenter ce que tu as envie de voir. Hmm. Et donc, du coup, enfin, il expliquait, au final, désolé, je vais spoiler le documentaire, mais grosso modo, on va finir en guerre civile, en fait. Parce qu'en fait, on a tellement plus l'habitude de se confronter à l'altérité, à la Ouais. différence, en étant apaisé, hein, parce que les gens ne savent plus, comme je disais tout à l'heure, en fait, tu peux dire à quelqu'un que tu n'es pas d'accord sans forcément, enfin, tu vois, être dans la confrontation, en fait. Et plus c'est polarisé, plus en fait t'es dans tes convictions, t'alimentes tout ça, plus tu crois plus du tout les autres. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait Trump, puisque du coup, il a réussi à dire qu'en fait, les médias, c'était de la merde, qui disaient que des fake news, et que du coup, la seule vraie source, c'était la sienne sur les réseaux sociaux, tu vois. Et là, tu fais, Hmm. wow, putain. Et d'ailleurs, c'est un peu le credo de Marine Le Pen, puisque elle joue la victime, là, en disant oui, mais c'est une vendetta contre moi, voilà. Ouais. Donc Bah, c'est tous les extrêmes hein, fonctionnent comme ça sur une stratégie de binarisation, de polarisation. Bah, c'est ce qui s'appelle la technique de l'épouvantail, je crois, en communication. C'est bah, de venir montrer quelque chose qui, par rapport à ce que toi tu es, à ce que toi tu proposes, qui est pire, qui est atroce, etc. Et de venir faire croire que de toute façon, il n'y a que deux choix possibles. C'est soit ça, soit moi. Et on le regarde depuis des décennies et des décennies. La politique française se construit sur ce modèle-là. Moi, je me souviens de 2002, quand mes parents sont allés voter pour faire barrage au Front National. Et en fait, depuis, c'est resté sur cette technique de polarisation. Et l'accès à une information à la fois débridée et à la fois hyper orientée, comme tu le disais, ça reste dans ton mode de pensée, dans ce qui te correspond, pour pas te heurter, pour que tu restes le plus longtemps dessus. Ben, en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a plus de rapport constructif à l'altérité et à la différence. Et plus le temps passe, et plus on voit que euh, les groupuscules idéologiques ou philosophiques, ben, en fait, on rentre dans une démarche de consanguinité intellectuelle, quoi. Les, c'est les, les ça. les concepts restent les mêmes, ressassés, remâchés, ruminés, et ça vient pas, le fonctionnement du monde actuel ne vient pas permettre la confrontation pour la co-construction Exactement. vers quelque chose de différent. Et il y a plein de mouvements hein, militants, formatifs, éducationnels, etc., qui s'opposent contre ça, mais c'est pas la norme, quoi. La norme, c'est chacun reste dans son petit cocon, dans sa petite bulle de confort, Mm. et puis il faut sûrement pas en sortir, quoi. Ouais. Mais après, c'est intéressant de. Souvent, c'est parce que les gens n'ont pas forcément confiance en eux que du coup, ils deviennent, tu vois, ça vient toucher de leurs insécurités parce qu'en fait, le cerveau, à partir du moment où il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, il a peur. Donc, Mm. plus il va pas connaître un truc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'être vraiment, d'avoir un bon ancrage par rapport à son estime de soi et par rapport à ça pour pouvoir arriver à se confronter aux autres. Et après, je dis pas qu'il faut se confronter forcément aux extrêmes directement, mais simplement, des fois, avoir des discussions qui permettent de relever en fait des choses où on n'est pas d'accord, mais sans rentrer forcément dans le. Voilà, on a des visions de vie, on a des biais, voilà, c'est intéressant de se confronter, mais souvent les gens se sentent attaqués en fait, tu vois, il y a un Mm. truc, alors qu'en fait, non, c'est pas attaqué, c'est juste que la personne elle pense pas pareil que toi, quoi. Enfin, c'est pas. Elle n'a pas le même vécu, et d'ailleurs, il y a un truc que
que je répète souvent, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'une personne a vécu. Tu peux jamais savoir, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand qu'il y ait eu tout un tas d'histoires, mais c'est parce qu'en fait, bah, les gens ne parlent pas, en fait. Il peut y Mm. avoir des tabous, il peut y avoir plein de choses, et les gens ne parlent pas, en fait. Donc, et c'est pour ça que c'est intéressant, notamment pour en revenir au sujet de l'image. Moi, dans mon entourage, je connais des mannequins qui n'aiment pas leur gueule, mais c'est hyper tabou. Parce que elles sont mannequins, donc la plupart du temps, c'est des femmes, hein, mais elles sont Mm. mannequins. Si elles verbalisent le fait qu'elles disent qu'elles n'aiment pas leur gueule, en fait, on va leur dire, non mais n'importe quoi, t'as vu comme t'es belle. Donc du coup, qu'est-ce que ça crée chez elles? Ça crée une dissonance, c'est-à-dire, ah ouais, j'ai Exact. vraiment un problème. Ouais. J'ai vraiment un problème de pas m'aimer. Et donc tu ne fais que, tu vois? Je suis pas normal. Une invalidation du ressenti Exactement. et de Mais l'expérience ça, émotionnelle. Mais c'est un ça, c'est truc. terrible, hein. En fait, arrêtez les gens. Stop, stop, arrêtez. Quand quelqu'un vous dit je ne m'aime pas, en fait, j'aime pas mon nez, machin, arrêtez de dire mais non, il est bien ton nez. Simplement dire ben Pourquoi? pourquoi? Qu'est-ce Pourquoi? qui. Qu'est-ce que Et tu as bien peut-être fait vous qui te pouvez plaît pas? dire moi, ton nez, je le trouve sympa, mais arrêtez d'invalider Mm. la souffrance des autres, en fait. Ouais, ouais, mais pour tout, c'est valable pour l'image, c'est valable pour les émotions, c'est valable pour Ben la oui. sensibilité, c'est valable pour la douleur. Bien sûr, et on n'est pas en train de faire, parce que c'est souvent ça, oui, mais moi, tu comprends, ma souffrance, elle est plus grosse. Attends, c'est pas un concours de mythes, là, hein. Enfin, c'est pas celui qui a la plus grosse souffrance, la plus grosse. Après, c'est une question d'hormones. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai appris grâce à une neurospécialiste et dont je n'avais absolument pas conscience, c'est que tous les coachs là qui te disent, oui, mais c'est bon, tu te sors les doigts, tu y vas, tu es dans l'action, machin. Non, 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 non. En fait, le cerveau, il faut savoir un truc, c'est que déjà, on ne n'est pas égaux. Ça, enfin, ce concept-là, c'est de la grosse merde. Voilà, on ne n'est pas égaux. Et il faut savoir que les hormones ont un énorme impact sur le mindset. Mm. Et il faut savoir un truc, c'est que certaines personnes qui sont en dépression ou qui ont certaines maladies mentales, en fait, le simple fait de sortir du lit, le simple fait de prendre une douche, ça demande exactement la même intensité qu'une personne qui va gravir l'Everest, en fait. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc c'est pour ça qu'on a tous des rythmes différents. C'est pour ça que, voilà, et c'est pour ça que dans mon travail de la singularité, c'est aussi prendre en compte ce genre de choses. Il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que quand j'entends des coachs des fois dire, non, non, mais c'est bon, tu te sors les doigts, tu es dans l'action. Non, ça Mm. ne marche pas comme ça. Ou alors, pire, des coachs qui disent, oui, moi je veux un coach sportif, s'il est gros, c'est qu'il sert à rien. Et là, tu fais, mais au secours! J'espère pour toi que tu n'auras jamais de problème de thyroïde. J'espère pour toi que tu prendras jamais des médicaments qui te feront grossir. J'espère pour toi que tu n'auras jamais de problème de cortisol, etc., etc., etc. Il y a tellement d'éléments qui font en sorte que tu peux grossir. Donc oui, il y a des coachs sportifs qui sont extrêmement performants, qui n'ont pas la taille fixe là, qui sont pas dans ce... Et peut-être même que c'est pas leur délire. Ils sont en très très bonne santé, mais leur délire, c'est pas de faire du bodybuilding, en Mm, fait. Tu mm. vois? Donc, arrêtons d'être dans ces trucs manichéens. Ouais, je vais m'énerver là. Tu vois, Mais au contraire, mais, même, tu vois, moi je trouve ça vachement plus intéressant euh, d'avoir quelqu'un, et c'est ta posture, c'est ça qui m'a tout de suite accroché dans tes publications. Quelqu'un qui a vécu quelque chose de compliqué et qui va pouvoir accompagner pour surmonter cette complexité et les complexes qui y sont associés. Pour moi, quelqu'un qui, par exemple, va se revendiquer nutritionniste, etc., et qui a jamais eu de rapport conflictuel avec la bouffe, bah, écoute, on va pouvoir parler pendant des plombes. Tu ne me comprendras pas en fait. ouais, ça dépend de Je- sa cible, en fait. Ouais, 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 C'est ça. bah, Parce clairement. que il y a des gens pour qui la relation à la nourriture, ça pose pas de problème de base. Ils Mm, sont rares. Ils sont très, très rares. oui. Mais il y en a, tu vois.
crois que c'est de l'ordre de 80 ou 85% de la Ouais. population qui, D'ailleurs, de toute façon, a un rapport difficile avec la nourriture pour ouais. quelque raison que ce soit. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, donc possible que je me mette à chialer. Mais c'est pas grave, j'accepte, elles sont là, ça fait partie de moi. Donc j'ai toujours eu, enfin j'ai toujours eu, quand j'étais petite, j'étais en surpoids. Donc à partir de 7 ans, l'infirmière de l'école dit à mes parents, attention, elle va devenir obèse. Étant donné que ma mère était en situation d'obésité et qu'elle a fait le yo-yo toute sa vie, forcément, elle a eu, tu sais, le gyrophare à l'enfer. Oh putain, je veux surtout pas que ma fille vive la même souffrance. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est entourée de médecins, de nutritionnistes, de machin truc. Ils m'ont foutu au régime restrictif à 7 ans. Autre chose, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire comme sport? Parce que, en effet, je faisais pas de sport. Moi, j'étais fan de Madonna. Je dis, ouais, je veux faire de la danse. Comme ils étaient extrêmement pauvres, ils m'ont inscrit au truc bah, qu'ils pouvaient. C'était de la danse classique. Sauf que toutes les personnes qui ont fait de la danse classique savent que, surtout dans les années 80, c'était juste horrible. En fait, je passais 1 heure à me faire humilier, en fait. Hmm. En sachant que j'étais grosse, mais c'était pas non plus. Voilà, tu vois, allez, j'avais 3 kilos de trop, tu vois. Enfin, c'était pas non Ouais, plus le t'étais truc un de peu ouf. bouboule, quoi. Voilà. Et puis en plus, à 7 ans, enfin, tu peux pas non plus, voilà. Donc, ce Clairement. que j'ai compris, du coup, bah, il s'est passé tout un tas de trucs. Troubles du comportement alimentaire, plus. Enfin, vraiment, je peux en parler. C'était vraiment un truc de malade, en fait. Et si tu veux, vers mes 38, 40 ans, je suis allée voir une psychiatre spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire parce que, alors, j'avais fait énormément de chemin parce que je suis quelqu'un de très intuitif et j'ai de l'énergie, je suis une locomotive. Donc, et puis, je suis du côté de la vie, c'est-à-dire que j'ai envie de m'en sortir. Voilà. Donc, j'ai fait toute une batterie de tests. Je suis passée une journée à l'hosto, machin, et j'ai raconté un petit peu tout ce qui s'est passé. Le résumé, en fait, le verdict, c'était votre prise en charge depuis vos 7 ans a été catastrophique et c'est votre prise en charge qui vous a amené à avoir des troubles du comportement alimentaire et qui vous a amené à avoir vos maladies chroniques et qui vous a amené à être obèse. C'est-à-dire que si moi j'avais continué ma vie tranquille bilou, sans qu'on me foute au régime, sans voilà, et ben en fait, j'aurais Ça jamais se été serait aussi sûrement grosse que ce que je régulé, suis ouais. maintenant. Et en plus, j'aurais pas eu toutes les maladies chroniques parce qu'en fait, on a défoncé mon microbiote. Hmm. Donc j'ai été malade j'avais des angines chroniques, j'étais tout le temps en train de faire des malaises vagales. Enfin, c'était l'enfer. Et maintenant encore, j'ai plein de maladies chroniques, machin. C'est parce qu'en fait, on a défoncé mon microbiote intestinal et que mon métabolisme est complètement défoncé en fait. Et donc du coup, oui, pourquoi est-ce que je suis en colère? Je suis en colère parce qu'en fait, je me retrouve en situation de handicap de façon concrète, hein, parce que j'ai eu une prise en charge qui était pourrie. Donc toutes les personnes qui disent aux personnes grosses, il suffit de faire un régime, il suffit de faire du sport, moi j'ai juste envie de dire, allez vous faire enculer. Pardon, Ouais. c'était une non, non, faut pas que je dise ça, parce que c'est un peu homophobe. Mais bref, ah oui, c'est, voilà. Mais allez vous faire Oui. en papaouté, voilà. Voilà. On va plutôt dire ça. Mais bref, voilà, ça fait partie, voilà, c'était une petite parenthèse parce que oui, j'ai eu des galères, mais en fait, alors je sais pas si c'est parce que j'attire ces personnes-là, mais j'ai quand même beaucoup de gens qui ont des galères, des fois à des niveaux un peu différents, mais des fois ça va être, parfois c'est juste comment dire, un truc que les parents vont dire, vont répéter, et tu sais, tu vas l'ancrer. Moi, je sais que j'ai une nana qui galérait avec ses joues, alors que franchement, et en fait, elle m'expliquait que depuis qu'elle est toute petite, on lui disait, oh, elle a des bonnes joues, tu vois. Enfin, le truc qui. Et du coup, elle a intériorisé, encore une fois, cheminement, jungle, machin, tout Mhm. ça, tu vois. Elle a intériorisé comme ça, mais oui, c'est vrai que ben, moi, je suis passée par pas mal de choses. Et encore, je pense que sur les réseaux sociaux, j'ai pas raconté un dixième de tout ce qui m'est arrivé, mais. Et puis j'ai ce côté non jugeant en fait. Je pense que c'est ça. Quand tu es un nutritionniste, tu vois, enfin, j'ai des anecdotes hein, où tu as la nana, tu lui dis que tu as mangé ça, elle te dit non, mais c'est pas possible. Et là, tu dis, mais si, j'ai mangé ça en fait. Et non, mais c'est pas possible, sinon tu devrais perdre du poids. Ben, et là, qu'elle dit, tu mens en fait. Tu fais, bon, ben, ok. Et là, tu te dis, mais. Enfin, et là, concrètement, tu as vraiment la sensation que tu es une sous-merde en fait. Mhm. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce, pourquoi j'ai mérité ça en fait? Pourquoi personne ne me croit? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et Donc, pourquoi moi, quand je fais j'essaie. ce qu'il faut, ça marche pas comme on me dit que ça Exact. ça Et marche, pourquoi quoi. on ne me croit pas en fait? Hmm.
Donc, qu'est-ce que moi, j'ai vraiment passé ma vie à penser que mon corps était cassé, en fait. Que Ouais. mon corps était en dysfonctionnement total. Tu vois? Vous savez à quel point je te rejoins. Non, mais mais parce que à l'époque, en tous les cas, il y avait ce regard par rapport au médecin. C'était lui qui avait raison. Et en plus, les médecins de l'époque, quand ils savaient pas, ils disaient pas qu'ils savaient pas. Ils Non, non, disaient, non, non. ils disaient, c'est trop de stress et c'est ton poids. Tu vois, c'était vraiment la réponse. Alors que maintenant, c'est un peu différent. Et c'est vrai que j'ai essayé de m'entourer maintenant, dans le corps médical, de personnes qui sont plus ou moins, enfin, qui sont pas grossophobes déjà. Ouais. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai deux sciatiques depuis 2 ans. Ben, je suis en errance médicale parce que ben, je tombe sur des. Enfin, je dis, et d'ailleurs, c'est incroyable que, enfin, on en soit. J'ai fait un sondage sur LinkedIn parce que, enfin, parce que j'en parle beaucoup autour de moi. Et j'avais posé la question, combien de personnes ont connu l'errance médicale dans leur vie, connaissent quelqu'un, machin. Et si tu faisais l'addition, je crois qu'on était à 85% de personnes qui ont connu ou qui connaissent quelqu'un qui est en errance médicale. Mm. Putain, on est en 2025. J'ai vu hier qu'il y avait des meufs qui faisaient du tourisme dans l'espace. Et Ouais, putain. mais ça n'a aucun sens. Ouais, 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 qui dépense 11 milliards, je crois, pour aller faire un tour dans la Mais navette ça n'a ouais, aucun c'est bien. sens. Pardon, hein, mais voilà, voilà. Et on arrive encore. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et on a des errances médicales qui sont mortifères, hein. On va pas avoir peur des mots. Et il y a des gens qui se foutent en l'air parce qu'ils ont mal été diagnostiqués, que ce soit physiquement ou sur la santé mentale, hein. Je pense à Raph Intensément qui fait des podcasts là-dessus et qui a lancé une pétition D'accord? pour voilà, faire valoir que s'il y a une souffrance, il y a une vraie souffrance, il faut arrêter d'invalider et de dire oui, c'est la faute du HPI, etc. Il y a enfin, moi, j'ai perdu une nièce de 6 ans Ouf, par errance médicale parce que bah, elle était grande, elle était costaud, elle était souriante, donc on ne prenait pas en considération sa réelle douleur et elle a fini par y passer, quoi, tu vois. Il y a des trucs, et tu te dis, putain, mais on est au 21e siècle. On est au c'est ça, 21e c'est ça. siècle, quoi. Et moi, ce que je trouve, et c'est ça qui est super difficile, je vais te donner une petite anecdote. En fait, je trouve ça super difficile d'être sûr de tomber sur les bons praticiens, du coup. Mm. Parce que, par exemple, j'ai eu des vertiges à un moment donné, et ma généraliste est plutôt cool, elle est plutôt ouverte, et quand elle sait pas, et c'est ça qui est génial, et ce que j'adore, franchement, Stéphanie Bureau, je t'aime. Euh, ce qui est vraiment cool, c'est que elle est capable de me renvoyer à des choses, bref. Et en fait, elle commence à me parler de vestibulaire. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai rencontré donc du coup un kiné qui est spécialisé en vestibulaire et il m'a raconté des trucs. Mais c'est un truc de malade. Donc, grosso modo, le vestibulaire, c'est le fait d'avoir des vertiges et c'est lié aux yeux, aux oreilles, aux cervicales et aux pieds, si je dis pas de bêtises. T'en as plusieurs trucs. Et Ouais. en fait, moi, je venais d'avoir des vers progressifs. Oui, je commence à vieillir, j'ai des vers progressifs. Et en fait, je commençais à avoir des vertiges. Un petit, ouais, c'est vos yeux, machin. Et on commence à discuter parce que moi, j'aime bien, tu vois, toujours pareil, j'aime bien comprendre, machin, j'explique un peu ce que je fais. Et puis voilà, et puis j'essaie de comprendre le vestibulaire et tout. Et là, en fait, il me sort une anecdote, mais un truc de ouf. Il me dit, vous savez, en fait, moi, j'ai eu une patiente qui a été en hôpital psychiatrique pendant X années parce qu'on pensait qu'elle était complètement barjo. Parce qu'en fait, elle voyait tout à l'envers, sauf sa fille. Et j'étais là, what? Et en fait, il m'explique que c'était purement du vestibulaire. Parce qu'en fait, grosso modo, tu as un dysfonctionnement au niveau des yeux, des oreilles, donc des cervicales ou des pieds, et il peut se passer des dysfonctionnements dans ton corps. Mm. Et là, il me sort, c'est comme les personnes qui sont dans les montagnes russes et ah, j'ai pas le mot, Les les manèges, remise? Ouais, tu les vois, les manèges. manèges, et qui d'un coup ont l'impression qu'ils vont crever. Et je fais, mais putain, mais c'est mon cas. Il me dit, mais c'est exactement ça. Ou c'est comme quand il y a mon mec adore les voitures qui roulent très vite. Donc il me fait des putains d'accélération. Et quand je ne suis pas au volant, en fait, j'ai mon pied qui appuie sur le frein, Réflexe. tu vois. Mais j'ai cette espèce de sensation qui fait que je vais crever. Mais c'est parce qu'en fait, c'est du vestibulaire. Parce qu'en fait, l'information qui arrive à mes yeux n'est pas la même information qui arrive à mes pieds
en fait, et que du coup, ça crée un C'est pas la même dysfonctionnement dans l'oreille interne. dans l'oreille Avec, interne exactement. Et du coup, mon cerveau, il est là, il ouais, va se passer un truc, tu vas crever. Et en fait, c'est pour ça qu'elle, elle voyait le truc à l'envers et tout. Et je suis là, mais c'est un truc de ouf! Je ne ouais. savais pas. En Donc, fait, à toutes les... le vestibulaire, c'est un des trois sens qui sont en train d'être plus ou moins officiellement rajoutés à la liste des cinq sens qu'on a, hein, les D'accord, classiques, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Et on est en train de se rendre compte que bah, il y a d'autres sens, c'est-à-dire d'autres capteurs qui nous permettent d'être en interaction avec le monde extérieur. Et on a le sens vestibulaire qui impacte énormément bah, la notion d'équilibre, justement, et qui passe en effet par la vue, par l'oreille interne, les cervicales et les pieds. Il y a aussi le sens proprioceptif, ouais, le, le- ouais. le- voilà, la captation qu'on a de son environnement et des risques ou opportunités qui y sont associés. Et il y a le sens interoceptif, donc comment tu es en captation de tes propres ressentis Ouh, ça physiques, m'intéresse ça. émotionnels, Je note. etc. Et Interoceptif, d'accord. on se rend compte que dans beaucoup de troubles neurodéveloppementaux, ces trois sens-là sont fortement impactés. Excellent. Euh, et notamment, l'exemple le plus flagrant qu'on puisse donner, c'est les problématiques d'interoception dans le TDAH. Le nombre de personnes porteuses d'un TDAH qui euh, vont pisser que quand c'est la dernière limite. Parce qu'avant ça, elles n'ont pas senti qu'elles avaient envie de pisser. Tu vois? Ok. Ouais, ouais. Ouais. Et donc ouais, le sens vestibulaire en fait partie et surtout aussi impacté par certains troubles neurodéveloppementaux ou aussi par certains symptômes de stress post-traumatique, etc. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur ton avis de professionnel de l'image et de la communication sur les réseaux, sur ce phénomène Oh putain. que je ne comprends pas, Ah, qui consiste à montrer sa gueule de manière systématique sur les posts. Alors, je suis loin d'être contre le fait de montrer sa bobine sur les réseaux sociaux, surtout quand tu y vas pour vendre quelque chose, de pouvoir être identifié, etc. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait les personnes qui donnent une photo d'elle en situation de et qui vient illustrer le post, la publication, etc. Mais je ne comprends pas cette alors, manie-là de mettre des selfies à tire-larigot et qui n'ont absolument aucun rapport avec le contenu dont on est en train de parler. ok. Alors, j'ai envie de te poser une question suite à cette question-là. C'est que pour toi, ces personnes-là, elles font quoi? Qu'est-ce que ça vient toucher en toi, le fait que les gens montrent leur gueule comme ça et que ça n'a aucun sens? Bah, pour moi, c'est une forme de désalignement en fait. Et il y a un espèce de truc, tu vois, un peu dysfonctionnel entre le message qui est porté et le système d'accroche un peu. Tu vois, pour moi, c'est ce qu'on appelle les accroches putaclic, quoi, tu vois, Ok, euh, de chercher à capter l'attention par quelque chose qui n'a aucun sens. Tu vois. C'est comme les gonzes qui disent ouais, je quitte les réseaux sociaux, puis qui laissent un espace qui dit ouais, mais en fait, non, c'est ce que j'ai dit il y a 5 ans et tout ça, machin. Je trouve ça nul, je trouve pas ça authentique. Et puis, je sais pas, il y a un manque de cohérence. Pour moi, il y a un manque de cohérence. ok. Alors, j'ai envie de dire que c'est ta faculté à traiter les biais qui fait que tu as un recul par rapport à ça. Alors, je ne dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas tous égaux sur nos biais, Mhm. clairement. Je vais te donner un exemple. Euh, J'aime bien prendre ces deux exemples-là. Les packaging premier prix.
Ouais. On est d'accord que les packaging premier prix, ce sont des personnes qui ont créé le packaging. Mhm. Donc, elles ont fait exprès de faire un packaging dégueulasse, avec des codes dégueulasses, pour que nous, consommateurs, on sache que c'est du premier prix. Deuxième exemple, les photos qui sont dans la presse People, la plupart du temps, elles sont dégueulasses. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif, une photo volée ne peut pas être de bonne qualité. Je suis désolée, les mecs, ils ont du matos qui coûte 20 000 balles. Jamais de la vie, ils vont faire une photo dégueulasse. Faut arrêter les conneries, en fait. Tu vois où je veux en venir? En fait, il y a des biais, en fait, de communication. C'est comme quand on fait du FOMO ou du machin, il y a plein de biais et euh, on peut les utiliser ou pas. Ça, c'est à toi de voir par rapport à ta façon de faire. Tu vois, tu disais le truc un peu putaclic, j'arrête, machin, je l'ai déjà utilisé, c'est vrai, tu vois. L'idée, c'est que ce sont des biais qui sont extrêmement puissants pour captiver une audience. Après, c'est comment dire. Si tu veux, je peux comprendre une personne qui l'utilise et son business, il tourne. Elle va peut-être pas se prendre la tête pour faire d'autres photos, tu vois, plus Mhm. qualitatives, parce que dans son monde, à elle ou à lui, en fait, bah, il gagne déjà très bien sa vie et ça marche très bien comme ça. Pourquoi il se ferait chier, en fait? Parce que c'est un biais qui fonctionne très très bien, tu vois? Mhm. Donc, après, je suis d'accord. Enfin, moi qui suis une putain de tarée du storytelling, je dis, ah putain, ton truc devant le miroir là, machin, non, mais arrête, putain, fais-nous rêver, tu vois. Mais c'est parce qu'on n'a pas les mêmes biais, en fait. On n'a pas les mêmes, tu vois, on n'a pas le même degré. Et on sait que là, la personne, elle est en train d'essayer de captiver une audience. Mais sur une audience, ça marche, ça marche. Et encore une fois, on est toute la connasse de quelqu'un, tu vois. C'est ça le truc. C'est Mhm. que moi, je vais trouver que peut-être que le post, il va être naze. Et voilà. Après, ça va dépendre comment est fait le selfie, tu vois. Mais c'est vrai que il y en a des fois, c'est toujours exactement le même truc. Tu fais, ah, tu pourrais être un peu créatif. Ouais, ouais, et encore une fois, hein, comme je le disais dans ma question, il y en a qui le manient très bien, où ça a du sens, Oui, où oui, bien sûr. tu vois les personnes dans une situation qui vient illustrer le poste ou l'idée, ou tu vois, mais C'est ce que j'apprends avec la Facecam Academy d'ailleurs. ouais. Oh. Bah oui, tu vois, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que, ok, vous montrez vos gueules, mais faites du storytelling. Et donc, du coup, j'aborde plusieurs créateurs que j'ai un peu, je leur explique en fait. Tu vois, si tu ressens ça il y en a une qui est énorme. Je crois que c'est Adeline Pérez. Je sais pas si tu vois qui c'est. Elle La est, elle DRH, est, ouais, c'est ça. Elle est fantastique. Et en fait, j'ai fait pardon. une capture écran d'une de ses vidéos et enfin, c'est tellement du storytelling qui est tellement bien fait. Et du coup, c'est génial parce que c'est du storytelling avec trois bouts de ficelle. Alors déjà, elle a Mm. du scotch, elle a son truc de scotch. Mais ce que je veux dire, c'est que l'image, c'était ça. C'est elle en fait où elle est complètement avachie sur son bureau avec les cheveux complètement en bataille. Donc déjà, langage non verbal, on est sur quelqu'un machin. T'as les cheveux en bataille, tu sens qu'elle est au bout de sa vie. Au niveau du calendrier, c'est 31 février, donc tu sens que la personne, voilà. Et juste au-dessus d'elle, derrière, en fait, il y a une étagère où il y a où il y a trois ou quatre gros trucs piles de dossiers. Il y a Prud'homme, tu vois, que des trucs dégueulasses. Mais du coup, en termes de storytelling, en fait, on n'a pas, et c'est ça qui est génial dans le cinéma, c'est que tu n'as pas besoin de mettre du son. En une image, tu peux raconter quelque chose. Et donc, du coup, comme moi, je suis hypersensible à ça, évidemment que des fois, je me dis, ah putain, t'aurais pu faire un peu mieux, quoi, tu vois. Mais c'est pour ça que Mais dans la Pascam, je leur apprends avec des choses simples, avec des codes. Puisqu'en fait, ces codes, on les a tous. Ils sont tous en nous, en fait. Mais oui, les stéréotypes, on les a. Mais oui, c'est On ça. a grandi C'est ça. dans des références culturelles qui font que, en une image, je suis entièrement d'accord avec toi. En une image, on peut tellement faire passer plein de choses que quand je vois, ouais, vraiment, quand je vois une illustration qui a rien à voir, bah, je pense que j'ai l'impression que c'est un peu du potentiel gâché, peut-être, quelque part. Et voilà, il y a ce côté vraiment de où est le rapport? T'as bâclé, t'as Ouais, ouais. bâclé ton Mais je te travail en dis, fait. Tu vois. si la personne, elle réussit avec ça, je pense qu'elle se prend pas la tête, en fait.
Ouais, après, je pense qu'il y a vraiment une culture aussi de, bah voilà, on surfe sur la vague, et en ce moment, en ce moment, il y a eu un moment, en tout cas, Je trouve qu'il où y en a moins, hein. les algorithmes mettaient beaucoup en avant Ouais, ces posts-là, et où il y a eu un moment, là, sur LinkedIn, moi, je scrollais et j'avais l'impression de voir que des gueules de gens. ouais, ouais. Et aucun contenu avec un graphique, avec une illustration, Ouais, avec, ouais. tu vois? Mais tu vois, c'est aussi mon cas en tant que photographe, parce que c'est extrêmement dur de trouver des photographes qui ont mon expertise et qui sont capables de me faire des trucs de storytelling, tu vois. Et moi, je Mm. galère en fait. Donc, du coup, j'ai l'impression que mes photos, bah, c'est du classico, il n'y a rien de fou en fait, tu vois. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que j'ai ce truc-là, mais en fait, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui ait l'esthétisme que j'ai, parce que je suis aussi casse-couille, c'est-à-dire que, voilà, voilà, je suis, voilà, bref, et qui ait cette notion de storytelling qui soit extrêmement puissante, et c'est pas forcément évident. Donc après, j'ai fait le parti pris sur les dernières où on voit mon corps en entier, parce que j'avais beaucoup de photos ces Mm. derniers temps où on voyait que ma tête, mais là, je mets au moins mon corps en entier pour avoir un côté un peu militant, pour avoir un côté, bah, justement par rapport à toutes ces personnes qui sont grosses, de se dire, il y a une personne qui s'assume telle qu'elle est et elle est grosse. Et tu vois, au moins qu'il y ait mon corps en entier, quoi. Ouais. Qu'il puisse... Et puis, vu que je suis partout, au moins les gens, ils auront forcément vu encore gros dans leur vie. Voilà, tu vois. Du Ouais, coup, non, mais. ça fait partie de mon côté. Et c'est pour ça que sur Instagram, alors tu vois, alors typiquement, ça pourrait répondre peut-être à ta question, mais quand je mettais mes photos, j'avais une certaine audience qui likait, machin. Parce que dans mes photos, je voulais vraiment, vraiment beaucoup de diversité. Donc, je faisais attention, tu vois, dans mon feed, machin. Sauf que j'ai remarqué que quand je mettais ma gueule, j'avais beaucoup plus d'interactions. Donc, si tu regardes mon Instagram maintenant, il y a quasiment plus de mes photos, en fait. Il y a que ma gueule. C'est pas parce que je suis Mm. égocentrique, en fait. C'est juste qu'en fait, j'essaie de répondre à ce que veut mon audience. Ils veulent des photos, ils veulent du moi, ils veulent du face cam, ils veulent moi en fait. Ils s'en foutent de mes photos en fait. Parce qu'ils veulent l'expérience buffet froid en fait, tu vois. Du coup, Mm. et du coup, t'es là, bon ben, Mais voilà. j'ai vu cette bascule en quelque sorte aussi sur ton LinkedIn. Moi, quand je t'ai découverte, tu mettais beaucoup de photos de shooting que tu faisais avec tes Ouais, clients, et des petites vidéos où on te voyait en train le défi de photogénique, faire ouais. ouais, de faire du posing et tout ça. Et puis petit à petit, en effet, il y en a de moins en moins de ces contenus-là dans ce que tu proposes. Et c'est lié à l'engagement sur les Ah, posts? complètement, ouais, ouais, complètement. Complètement. Hmm. Alors Ok. après, le défi photogénique, ça me demandait tellement d'investissement parce qu'en fait, il faut l'organiser. Il y a la Hmm. journée de tournage. Il faut que je paye du coup la vidéaste et la monteuse. J'ai une journée non-stop de post-prod. Grosso modo, ça me donne 3 jours bénévoles, quoi. Si Ouais. tu veux, il y a un moment donné. Alors oui, c'est hyper puissant. Je vais essayer d'en refaire, mais avec un rythme un peu moins soutenu, si tu veux. Mais par Hmm. contre, il est évident que les gens préfèrent ma gueule que mes photos. Mais enfin, ça me dépasse en fait. Parce que moi, enfin, enfin, c'est pas que je m'en fous de ma gueule, mais tu vois, et alors des fois j'ai des posts où je vais avoir quelques photos qui sont pas de moi, qui vont vraiment cartonner, tu vois. Voilà, des fois ça me dépasse un peu. Je connais pas, tu vois, je comprends un petit peu, mais tu sais, t'as aussi c'est une équation où tu as le facteur chance quand même qui Ouais. va faire que voilà. Mais c'est vrai que mes posts qui ont le plus performé, c'est tout le temps ma gueule. Et donc, qui ont le plus performé en termes d'interaction, est-ce que c'est ceux qui ont le plus performé aussi en termes euh, d'interaction client, de Alors, potentiels en fait, aboutissements? par rapport à mon audience, il y a vraiment une audience silencieuse, si tu veux. Mais elles viennent en message privé. Au bout de quelques semaines, en disant putain, tel poste, tel poste, tel poste, waouh, ça a résonné fort en moi en fait. Et c'est là où je comprends que, en fait, les postes où je suis la plus authentique, où je suis la plus moi-même, en fait, avec des fois des trucs, tu vois, enfin, il y a un poste, j'ai halluciné. J'ai fait un carrousel où j'expliquais ma notion de la réussite.
Et en fait, j'ai mis ma bagnole, donc du coup, ma voiture, c'est une Hyundai i10, donc c'est l'équivalent du Twingo japonaise, tu vois. J'ai fait une photo de mon setup. Donc là, si on voit bien la vidéo pour les personnes qui ont la vidéo, alors juste là, c'est mon lit. Voilà, donc je suis dans ma chambre à coucher. Et donc j'avais fait une photo de mon setup qui est très rudimentaire, même si j'ai un avion de chasse en PC, hein. Mais enfin, moi, j'ai pas un fauteuil de gameuse. Enfin voilà, c'est très très rudimentaire. Et en fait, le nombre de messages que j'ai eu en me disant putain, mais merci, on a marre de voir le SMIC LinkedIn, on en a marre de voir machin. Toi, t'arrives, tu tellement décomplexé par rapport à tout ça et t'es pas en train de hiérarchiser, tu vois. Enfin, et en fait, c'est ceux-là qui accrochent le plus, en fait. Tu vois, où tu vas vraiment Mm. donner de toi. Et je pense que clairement, il y a eu une bascule sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que pendant le confinement, machin, tout ça, on était sur du Bali, du Dubaï, du m'as-tu vu, du bling bling, du machin. Et en fait, je crois que le confinement, ça nous a, pour beaucoup d'entre nous, en fait, on s'est reconnecté à nos besoins fondamentaux, à nos valeurs profondes, à ce qui fait vraiment sens pour qui nous sommes, parce qu'on a failli tous crever, en fait. Enfin, c'était un peu ça le truc, tu vois, la pandémie. Et je pense qu'il y a une envie de revenir à se connecter à de l'authenticité, à quelque chose qui fait sens pour nous, quoi. Donc oui, les posts où qui le performent le plus, moi je le vois après sur les commentaires, en DM en fait surtout, parce que les Ouais. gens sont aussi pudiques. Tu vois? Ils vont pas forcément, parce que ça voudrait dire parce que sur LinkedIn, à partir du moment où tu écris un commentaire, ton commentaire est vu par ton réseau. Oui, oui, Donc, clairement. tu vois, ils veulent pas forcément que leurs collègues Mm, ou leurs mm, machins voient que en fait, ils sont dans ce délire-là, quoi. mm. Ouais, je rencontre les mêmes schémas de prise de contact au niveau de mon activité. Et ouais, et justement, moi je trouve que c'est cette authenticité-là sur laquelle j'ai envie j'allais dire j'ai envie de jouer, c'est pas, c'est même pas un jeu, mais en tout cas c'est sur laquelle j'ai envie de miser parce que c'est ce en quoi je crois, c'est ce qui marche en plus. Euh, et entre autres, c'est pour ça que je veux pas me laisser happer par les phénomènes de mode sur, sur les réseaux qui en fait font que t'as aucune originalité. Tu n'as aucune originalité. On l'a vu Alors, ces derniers temps, quoi, hein. ouais, après, attention, je pense que le simple fait d'être la personne que tu es, c'est original. Tu vois? Et je suis pas dans cette quête de par exemple, oui, je finis toujours pas mes phrases, hein, ça fait partie du truc. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas forcément en quête surtout quand je suis en face cam enfin, quand je suis dans la face cam académie, les personnes elles me disent: «Oui, mais moi je suis banale, j'ai rien d'exceptionnel, machin». Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que leur singularité quand je disais tout à l'heure cette entrepreneuse qui a 3 ou 4 enfants, elle est originale, en fait. Mhm. Elle va forcément connecter. On n'a pas besoin d'avoir vécu des trucs de ouf, on n'a pas besoin d'avoir des photos de ouf pour connecter avec des gens. En fait, peut-être que c'est intéressant de se questionner sur qu'est-ce qui est original et qu'est-ce qui ne l'est pas, tu vois? Qu'est-ce qui est créatif et qu'est-ce qui n'est pas? Je pense que sur les réseaux sociaux, on peut rester très, très simple. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'Adeline Blondiot, je sais pas si tu connais, qui performe pas mal sur Instagram, bref, donc qui est devenue sophrologue, qui est une ancienne actrice, qui est donc l'ex de Johnny Hallyday. Mais au-delà de ça, en fait, elle a une façon de se mettre en scène qui est extrêmement simple. Et c'est rafraîchissant, en fait. Mhm. Parce que ça n'est pas non plus le truc hyper chiadé, tu vois. Même si c'est très. Enfin, ça reste de la com, hein. Enfin, je veux dire, voilà, il y a de la stratégie derrière. Et c'est pas parce qu'il y a de la stratégie que c'est de la manipulation, tu vois. Ouais. Voilà, on peut très bien. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui fait sens avec la personne que je suis, c'est que moi, je mets l'humain au cœur de mon business. C'est-à-dire que je veux créer des formations qui sont enfin, qui font une vraie transformation. Je veux vraiment que ça ait du sens parce que voilà, je veux que tout ce que je fais, ça amène du bien, du mieux-être par rapport aux personnes. Mais par contre, je suis quelqu'un de stratégique parce que j'ai envie de gagner ma vie en fait. Enfin, il y a Oui. un moment donné, voilà, Oui. ça fait partie du truc. Mais je pense que t'es pas obligé de partir dans quelque chose d'hyper créatif. En fait, l'idée c'est je pense que la créativité, elle est en nous.
C'est juste que comme on a des biais et qu'on a l'impression que, alors déjà que pour nous c'est normal, tu vois, Ouais. et que en plus on est, tu vois. Bah, c'est exactement ce que je pensais quand le mec a voulu me photographier pour la première fois, le photographe, et que je dis mais tu rigoles ou quoi? Je suis pas mannequin. C'est exactement la même chose en fait. Donc je pense que la créativité, elle est en nous, elle est dans notre flow. C'est juste qu'il faut assumer, tu vois, le fait que je finisse pas mes phrases, le fait que je sois, le fait que j'écoute du métal, le fait que d'ailleurs Terra Incognita, je ne sais pas si tu sais, c'est un album de Gojira. Ah non, je savais pas. Voilà, c'est le premier album de Gojira, dont je suis absolument fan. Mais, On était mais, faits pour discuter ensemble mais alors. voilà, c'est ça. Non, mais quand tu m'as dit Terra Incognita, je vais aller. Je viens, direct. Je sais pas qui tu es, je viens. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, par exemple, voilà, tu vois, je suis quelqu'un, j'ai de l'énergie, machin. Il y en a qui ont besoin de cette énergie, mais il y en a, ça les effraie, en fait, quand ils me voient arriver. En fait, c'est juste, reconnectez-vous, autorisez-vous, vos petites rugosités. C'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va être créatif et c'est ça qui va être audacieux par rapport à toutes ces personnes qui essaient de ressembler à d'autres personnes, en Et en fait. fait, c'est à ça qu'on va s'accrocher. Je suis entièrement d'accord avec toi, hein. On peut faire une métaphore avec l'escalade, hein. Sur une paroi toute lisse, toute lisse, pardon, tu peux pas arriver à t'accrocher. Et voilà, donc je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ces C'est petites pas possible, en fait. rugosités, c'est ces petits trucs-là qui font que tu as l'impression de pas être dans la norme, etc., qui vont faire qu'il y a des gens qui vont venir dire: «Ah ben oui, mais moi aussi ça me parle, ou j'ai besoin, ou ça me fait rêver, ou Complètement. mmh, Complètement. Et tu vois, et c'est pour ça que moi j'ai vraiment du mal à vous voyer. Je tutoie tout le temps. J'ai un langage qui est très fleuri. Tu vois, et il y en a pour qui c'est pas du tout pro en fait. Mais c'est parce que mmh» ces personnes, on n'est pas fait pour travailler ensemble. et voilà, ça fait des filtres, en fait. Ça fait Tu vraiment vois? des, ouais, des tu disais: «On est tous on est toute la connasse de quelqu'un», Mais c'est ça. Mais ouais, pour c'est moi, ça. c'est des filtres à connards, en fait, hein. C'est le C'est genre de ça. truc où, Et si tu après, rentres pas dans ce délire-là, ça va pas matcher pour qu'on bosse ensemble, quoi. c'est ça. Et en plus, c'est même pas un jugement de valeur. C'est pas que je dis que j'ai la meilleure façon de voir les choses en fait. C'est Non, mais juste c'est la qu'on est tienne. C'est juste, on n'est pas convaincu. Je vais te donner un exemple, en fait. J'ai fait, il y a quelque temps, enfin, il y a pas très longtemps, un rendez-vous avec un directeur de supermarché qui voulait créer un truc pour son équipe avec des photos, machin. Et donc, il n'avait pas vu mon travail. Donc, pendant l'entretien, du coup, je lui dis, mais est-ce que vous avez vu mon travail? Parce que, enfin, tu vois, j'ai une patte particulière. Il faut qu'on accroche, quoi, tu vois. Et donc il me dit non, et donc il va sur mon site, et là il regarde mes photos, et il me dit mais ça a été validé par les équipes, mais c'est de la merde. Et je lui ai dit mais alors franchement, ça se voit que je suis un peu plus alignée, tu vois. Je fais mais vous vous rendez compte que vous parlez de mon travail, je vais pas vous dire que je fais de la merde, enfin ça n'a pas de sens. Je fais par contre, c'est ok que vous aimez pas, mais par contre je suis pas la photographe qu'il vous faut quoi, tu vois. Mmh. Et il y aurait eu, j'avoue, 4 ans en arrière, j'aurais fait ça, j'aurais été en PLS, tu vois, Ouais. en arrêt cardiaque. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a un nom que du coup, toute la vie, voilà, tu vois. Et d'ailleurs, il y a eu un exemple de Yann Segon qui m'a donné cet exemple et je trouvais ça génial. Quand on commence à être sur du high ticket, en fait, on va avoir plus de noms que de oui. Parce qu'en fait, plus c'est cher, plus tu as de noms. Mais en fait, c'est pas tant. Si tu regardes au niveau du prorata, il me l'avait expliqué de façon hyper claire. Là, c'est peut-être pas super clair, mais grosso modo, en fait, comme le pourcentage de personnes doit être plus petit, en fait, c'est comme si tu avais un curseur. Admettons que tu as un truc à 50 euros, tu vois. Ton curseur, il est de 50%. Donc, tu as 50% qui vont te dire oui et 50% qui vont te dire non. Si tu passes à 5 000, ben, peut-être que tu vas avoir 0,5 de oui, mais ça suffit parce que par rapport à ton chiffre d'affaires, c'est ce que tu veux faire. Et tout le reste, ça va être du non, tu vois. Mmh. Et je trouvais ça super intéressant, en fait, cette vision-là. Euh, Ouais, et en fait, c'est pas parce que quelqu'un te dit non que c'est contre toi, c'est juste que tu n'es pas au bon endroit avec la bonne personne. Et exactement. d'ailleurs, écoute ses objections, parce que peut-être que ça peut te permettre de réadapter. Moi, pour le coup, il n'aimait pas du tout l'esthétisme et il ne comprenait pas du tout ma vision de la photographie. Bon, ben, c'est juste qu'on n'est pas fait pour, enfin, on n'est pas fait pour travailler ensemble, quoi, c'est sûr, quoi. Parce qu'après, je voyais trop le moment où il fallait que je refasse les photos, les machins, c'est bon, Ouais, ouais, ouais. je vais me prendre la tête, là, Par Trop de contre, il y a boulot, d'autres et en plus photographes, qui aurait pas voilà, été toi, quoi.
Mm. qui seront beaucoup plus adaptés. Et en fait, c'est OK par rapport à ça, quoi. Ma chère Buffette, on arrive à la fin du temps réglementaire. Yes. Ça y est. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour nos auditeurs et auditrices qui peuvent se retrouver dans des situations où l'image d'eux-mêmes est compliquée? Est-ce qu'il pourrait y avoir un petit truc, un petit conseil à donner pour essayer de faire le premier pas pour changer ce rapport à soi? Ouais, alors déjà, c'est prendre conscience que c'est systémique, parce que faites un apéro avec des amis et posez la question autour de la table. Vraiment, moi je sais que pour le défi photogénique, j'ai eu un mec qui est venu, qui m'a dit, j'en ai parlé à tous les mecs autour de la table, et j'étais frappée parce qu'il y en a un qui se tapait plein de nanas, c'était, tu vois, machin, et voilà. Et après, ils sont tous venus au défi photogénique, tous les mecs. Et tous avaient des insécurités. Donc, prenez conscience qu'on a tous des insécurités. Il y a Pierre Ninet qui a dit un truc que je trouvais très très drôle. C'est qu'il expliquait que dans une soirée, on est tellement focus sur nos propres insécurités qu'à moins qu'il se passe un truc absolument what the fuck, genre, il y a quelqu'un qui prend une boîte de conserve de cassoulet et qui la balance à travers la pièce, il n'y a personne qui va capter que tu as un bouton, que tu as machin, voilà, voilà. On a tous nos propres insécurités et c'est vraiment un problème systémique. C'est-à-dire que ça n'est plus un problème individuel, on a tous des insécurités, on a tous un problème avec notre image. Donc maintenant, à partir de ça, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et n'oublie pas que le mode du fonctionnement de ton cerveau va être déterminant sur ton bien-être, sur ton mieux-être, par rapport à ce petit hamster qui tourne, en fait, parce que c'est ça, Mm. en fait. C'est d'ailleurs, petite information, une émotion, en fait, elle te traverse, je crois que c'est quelques secondes. Ouais. Donc, si tu es en colère contre quelque chose, tu as l'émotion qui te traverse. Donc, c'est une information qui vient te donner quelque chose par rapport à tes insécurités, par rapport à tes peurs, par rapport à tes croyances, tout ça. C'est juste que si tu as le hamster qui continue à tourner, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère, c'est que ce petit hamster, il faut le déplacer et lui dire, OK, qu'est-ce que ça vient de raconter chez moi? Mm. Et donc, si tu te regardes en photo et que tu as l'impression d'être, je suis moche, je suis moche, je suis moche, je suis moche, ben, prends cette phrase je suis moche, essaie de comprendre pourquoi tu dis que tu es moche. Peut-être que c'est une construction par rapport à ce que t'ont dit tes parents, peut-être que c'est une construction de gens qui sont autour de toi, etc. Dernière petite anecdote, j'ai passé ma vie à ce que dans ma famille, quand je revenais pour Noël, on me dise ah, t'es enfin enceinte ou t'es encore grossie? Tu vois, là, j'étais contente parce que, ouais, non, c'est horrible, c'est horrible. J'étais contente parce que comme tu vois, je vais faire 47 ans, on me le disait plus. Maintenant, ça a changé, c'est ah, t'es en périménopause ou t'as encore grossi? Et là, tu fais. Et donc là, j'ai lâché le truc. Je fais. En fait, mon corps, c'est un non-sujet. Je ne veux plus vous entendre me dire que j'ai maigri ou grossi. Parce qu'en fait, je vais te dire un truc. Je vais continuer à grossir et je vais continuer à maigrir. Je vais continuer à fluctuer. Parce que justement, alors après, je ne suis pas rentrée dans les détails, tu vois. Donc, je ne veux plus entendre ça. Stop, tu vois. Parce que tout ce que vous avez, toutes ces petites phrases-là, ça a créé des dysfonctionnements, ça a créé des troubles du comportement alimentaire, etc., etc. Donc, faites attention à votre entourage, vraiment. Essayez de verbaliser un maximum et si besoin, faites-vous aider pour de vrai, en fait, parce que c'est extrêmement compliqué de s'extirper de ces schémas, de Mm. s'extirper de tout ça. Et il y a d'excellents coachs qui peuvent vous aider par rapport à tout ça. Des fois, ça peut être en une seule séance, des Mm. fois, ça peut être, voilà, et passer par un photographe ou une photographe, ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. Faites bien attention juste de bien choisir le ou la bonne photographe. Il faut qu'il y ait du feeling et il faut que vous puissiez lui dire vos insécurités. C'est-à-dire que si vous arrivez en disant oui, moi je m'aime pas et que la personne dit non, mais tu vas voir, c'est bon. Ben, peut-être lui poser des questions, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà pris des corps gros en photo, tout ça? Essayez d'aller voir aussi si dans leur feed il y a des corps gros. Alors ça peut être des corps gros ou en situation de handicap ou etc. quoi. Essayez de voir s'il y a vraiment de la vraie diversité parce que on photographie pas de la même manière un corps gros qu'un corps mince en fait. Mm. Vraiment. Donc voilà. Donc si j'ai un conseil, c'est prenez du recul, posez la question, commencez à verbaliser tout ça dans un, dans un, dans un, dans une configuration évidemment qui soit safe, hein. C'est parce que sinon les gens ils vont faire genre mais n'importe quoi, voilà. Et peut-être voilà, mettez des choses en place pour faire en sorte que votre mode de fonctionnement du cerveau en fait puisse aller dans le sens de votre mieux-être en fait.
Ben, merci beaucoup. On arrive là à la fin de l'épisode. Pour nos auditeurs et auditrices, j'espère que cette discussion vous aura intéressé, vous aura apporté des choses. Je mettrai, comme d'habitude, tous les liens nécessaires pour retrouver Buffett sur Internet, autour du podcast, sur mon site. Vous aurez toutes les infos, vous inquiétez pas. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager comme d'habitude. Buffett, merci infiniment d'être venu discuter avec moi aujourd'hui. Trop chouette. Moi, C'est je trop me suis cool. En plus, j'ai régalé. appris des trucs interoceptifs. Je vais aller là. Allez, non, non, trop bien. Non. Merci infiniment. C'était trop, trop chouette cette petite conversation. Et puis c'est cool parce on a le temps d'aller dans les nuances et tout. Ouais. C'est vraiment, ça fait du bien parce que des fois, tu as les snack content Mm. voilà, tu peux pas forcément aller dans les nuances. Et pour moi, les nuances, les singularités, ça fait partie Ouais. de ma vie, quoi. Mais un buffet, ça se mange pas en 5 minutes. Hein, toi-même, tu Exactement. sais. C'est ça. Merci infiniment. On Merci se à toi. reverra très bientôt sur Montpellier, j'en suis sûr, pour boire un café Avec et plaisir. discuter dans un autre contexte. À très bientôt. Yes. Et en attendant, prenez toutes et tous bien soin de vous. Et à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Terra Incognita. Terrain Incognita, c'est fini pour aujourd'hui.